Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de billes de pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Retour de la formule classique pour la première véritable émission, formule classique donc de l'année, après notre grand tour d'horizon des années 2010 la semaine dernière, qui est sorti ce matin du coup. Donc vous pouvez l'écouter dès maintenant. Ah bah c'était un gros bébé, hein, il fallait bien faire du montage derrière, découper tout ça correctement. Donc cette semaine, on fait un petit numéro d'actualité. On a un petit film qui est sorti, Les Enfants du Temps. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, d'un certain auteur. D'aucuns diront qu'il s'agit du nouveau Mamoru Hosoda. Je veux bien sûr parler de Makoto Shinkai et Sarikane déjà en plateau. Cédric, comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien et ça me fait plaisir parce que tu disais la dernière fois seuls les meilleurs seront à cette émission et je suis le seul chroniqueur oui, encore en vie, donc c'est moi le meilleur, tu l'as admis officiellement. On commence l'émission évidemment en donnant un petit mot un bon rétablissement, en souhaitant un bon rétablissement à Chloé qui ne sera pas avec nous aujourd'hui, qui a besoin de se reposer, donc nos pensées l'accompagnent. Elle sera sans doute avec nous sur le chat pour rebondir tout au long de l'émission. Nous avons donc 3 invités et non des moindres autour de ce plateau. Nous avons Kevin, comment ça va ? Ça va, ça part des jeunes. Alors Kevin, Kevin, on te connaît d'où ? On me connaît de nulle part. Je fais mes petits trucs sur internet, je scénarise des BD, je fais des films, enfin des trucs. Benjamin Benoît, tu es là pour un petit peu pour clore la trilogie du nouveau Miyazaki, n'est-ce pas ? On t'avait déjà reçu, je vais tous les faire. On t'a reçu pour Mamoru Hosoda. C'est ma 3e en plateau. Je suis très heureux d'être là et de commencer l'année avec vous. Et du coup, on peut te retrouver dans Cory, Slate, Libé, Télérama, LOL Japon. Plein d'autres, oui, le Crépuscule aussi, LOL Japon. Tu penses faire des émissions longues, Karel ? Tu n'en fais pas. Le dernier LOL Japon fait 12 heures. 12 heures 12 heures. 12 heures, bah on a assisté à au moins 2 heures sur les 12. 3 heures sur les 12 avec Cédric. Mais oui, plein de choses. Et je suis très très heureux de parler de Shinkai avec vous, même si peut-être un petit peu bougon aujourd'hui. Ah, on a un bougon partout, donc c'est parfait. Tu ne te sens pas visé, Cédric. Et nous sommes enfin avec Justin Quedi, bonjour. Bonjour. On te retrouve sur Istasia, la 7ème obsession, chronique du cinéphile Stakhanoviste, c'est ton blog où tu as pu traiter tous les films de Shinkai. Exactement. Et tu as pu interviewer Makoto Shinkai pour Istasia d'ailleurs. En 2012, on en reparle en 2012, hein, donc on en reparlera à l'époque de Voyage vers Agartha. Très bien, donc un profil un peu spécialiste. Voilà, effectivement. Très très bien, on peut te retrouver également sur DVD classique. Au sommaire de cette émission, on a donc Les Enfants du Temps évidemment, accompagné d'un grand débat sur Makoto Shinkai et également Violet Evergarden, Éternité et la poupée de souvenirs automatique, qu'exceptionnellement c'est moi qui vais faire une critique depuis mon fauteuil d'animateur et c'est toi Cédric qui va me donner la réplique. Est-ce que tu veux qu'on échange des sièges pour que officiellement on dise que c'est moi le nouveau Is No Good et que j'ai vraiment pris ta place? Non, on a fait les cadrages. Très bien alors. Désolé. On peut le faire si tu veux, remarque. Excuse. Ça applaudit derrière la vitre, on le fait? Non. Allez, on le fait. Allez, on le fait. On est fous. Mais c'est de la merde. On salue Fourmi, on salue Flamforea, Dark Canum, incroyable cascade. Hydrax, Christine in the Quiff sur le chat. Voilà, Makin, bonjour à tout le monde. Hop, bon. Mais c'est du jamais vu en télé, ça. Oh, c'est totalement disruptif. C'est flabistouflant, comme diraient les Flabistouflant, ouais. C'est flabistouflant, c'est croustillant. C'est donc ça d'être à la place du chef. Bonjour, et je suis très très haut. Trop bien. C'est quoi celui-là? Et voilà, et Karel fait 30 cm de plus. Arrête d'appuyer sur les... Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 17h. Cédric et son équipe. Bonjour, donc oui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le bête critique. Le bête critique, c'est le où? bête critique. Ah ouais, critique ici. Et voilà, donc Violet Evergarden. C'est une série de light novel en 2 tomes, écrite par Kana Akatsuki, illustrée par Akiko Kitase, publiée au Japon dès 2015 par le label dédié du studio Kyoto Animation, dit KyoAni, à qui on doit les séries Free, Euphonium. On a consacré une émission à ce studio-là, donc je vous invite à l'écouter. Donc cette série de light novel a été adaptée en série par Taichi Ishidate et Haruka Fujita au sein de ce même studio en 2018. La série est disponible chez nous sur Netflix. L'intrigue se déroule dans un univers fictif inspiré
tirée de l'Europe fin 19e, début 20e. Violet Evergarden est donc une ancienne tireuse d'élite qui a perdu ses bras au front et l'amour de sa vie par la même occasion. Aliénée par le trauma, désormais dotée de prothèses mécaniques en lieu et place de main, elle rejoint la poste pour devenir une poupée de souvenirs automatiques, autrement dit une scribe. Elle va au contact des personnes analphabètes pour recueillir leurs sentiments et les coucher sur le papier dans leur correspondance. Donc on est dans un récit de réinsertion et de reconstruction. C'est parce qu'elle se met à l'écoute des autres que Violet va peu à peu regagner son intégrité physique et son intégrité sentimentale. Donc le film Éternité et la poupée de souvenirs automatiques est tiré du tome 3 des romans, qui est un tome bonus, compilation de 6 nouvelles indépendantes qui font suite à l'intrigue principale et se focalisent sur d'autres personnages. Donc ici il s'agit de la deuxième histoire. Donc on y retrouve Violet, envoyée dans une école de pour-filles comme préceptrice auprès d'Isabella York, héritière d'une grande famille aristocratique, qui se sent un peu à l'étroit dans tout ça, dans ce monde corseté où il faut tenir le bon couvert entre le fromage et le dessert. Et à son contact, elle va découvrir qu'elle n'est pas la seule justement à porter un lourd passé. Donc le film est réalisé par Haruka Fujita du coup et distribué par Eurozoom en séance événements un peu partout en France en ce moment, donc profitez-en. J'en profite pour dire quand même la chronique sera sans spoiler, ce qui a beaucoup de surprises à ne pas gâcher. Eh bien ce n'est un secret pour personne autour de ce plateau je pense, mais tu es un grand amateur des productions KyoAni. Oui, le studio s'en est donné à cœur joie pour le grand écran. Alors qu'est-ce que tu en penses mon bon Karel? Tu es très fort. Premier constat, c'est magnifique. Vraiment, le niveau de production de Kyoto Animation n'était plus à démontrer. Une fois encore, je vous renvoie à l'émission qu'on leur a consacrée. Mais on atteint un degré de raffinement et de détail assez hallucinant ici. Les cheveux qui se nouent, qui se dénouent, les plis dans les draps, les plis dans les robes. Il y a un gros travail des coloristes pour définir les ambiances. On va avoir un réfectoire austère, une chambre éclairée à la bougie, un soleil éclatant en bord de mer. Voilà. En plus, une incrustation d'images de synthèse qui a été, je pense, largement améliorée par rapport à la série où il y avait quand même pas mal de problèmes là-dessus. Notamment un plan en travelling aérien au bord d'un lac assez étrange. Non, là pour le coup c'est fluide et maîtrisé. On savoure d'autant mieux la beauté des images que le rythme est beaucoup plus maîtrisé aussi. De même que les enjeux du récit se dévoilent très progressivement, on déploie des atmosphères, on s'y attarde, on capte un regard, on capte une hésitation, on capte un froncement de sourcils, on capte Cédric qui opine du chef. On sait l'importance qu'accorde KyoAni à tous ces petits riens qui font tout justement. Et on observe au passage quelques réminiscences du travail de Naoko Yamada sur le langage corporel, notamment la position des jambes, dans toute la première partie du film, notamment. Donc le plus libre dans sa forme, le long métrage permet justement donc au montage de se déployer et donc saisir quelques instantanés entre deux moments suspendus. Donc ça fait un bien énorme à la formule de Violet Evergarden, tant dans sa forme que dans la gestion de son récit. Et on y vient justement. Violet Evergarden s'était distingué par son parti pris mélodramatique. On imagine que le film poursuit sur cette lancée. On croirait que tu animes des podcasts, c'est incroyable. Effectivement, le film est très mélo comme la série, mais autant le format 20 minutes donnait un côté très mécanique aux épisodes avec des enjeux très soulignés, un peu forcés, parce qu'on n'a pas le temps tout simplement. Ben là, on se donne le temps de le faire et donc c'est beaucoup plus organique et c'est beaucoup plus agréable. Donc le scénario s'autorise à partir de là un découpage en 2 grands chapitres où, sans trop en dévoiler, on va suivre 2 trajectoires de vie bien distinctes. Donc d'un côté Isabella York au pensionnat, c'était un rêve à réaliser, et Taylor, un personnage mystère. Non, n'essayez même pas, je suis impassible, je ne vous dirai pas qui c'est. Et on va découvrir ce qui relie les 2 personnages justement au travers de flashbacks dont la focalisation va changer en fonction de la moitié du film dans laquelle on se situe. Donc on va avoir 2 personnages qui ont été séparés pendant la guerre justement, qui vont se reconstruire chacun à leur manière. La première, donc Isabella par devoir, et l'autre par vocation. Une antinomie qui répond directement au dilemme intérieur de Violet, justement, quelque part entre l'oubli de soi et la découverte d'une passion pour se remettre d'un traumatisme. Donc pour Ichidate, d'ailleurs, le personnage de Violet s'apparentait à un prisme qui réfracte la lumière, c'est-à-dire que parce qu'elle se laisse traverser par les sentiments des gens, pour mieux les retranscrire, et les personnages qui la rencontrent vont changer de regard sur le monde et sur eux-mêmes. Et donc de même, Isabella et Taylor sont à leur manière un miroir de Violet ici, parce que de par ce qu'elles incarnent, elles illustrent 2 facettes inconciliables de Violet, qui vont finir peut-être par se retrouver, du fait même que le métier de Violet consiste à créer des liens entre les gens. Donc notons enfin que cette interaction se double d'une réflexion sur l'acte d'écrire et sur la valeur qu'on donne aux relations épistolaires, d'autant plus qu'en toile de fond on va voir les télécommunications qui vont arriver, une espèce de nouvelle tour Eiffel qui va arriver avec la radio et tout ça, et donc peut-être que les lettres vont disparaître
Et le film nous rappelle à sa manière qu'une lettre qu'on écrit, c'est d'abord le fruit d'un travail sur soi. Et c'est justement, c'est ce qui fait la valeur des relations épistolaires. C'est ce qui donne toute la force aux liens qu'on peut entretenir par ce biais. Donc si, comme moi, vous n'aviez pas spécialement apprécié la série animée au-delà de sa performance technique, je sais pas pourquoi ils rigolent derrière la vitre, sachez que Violet Evergarden, ils sont à 3 mètres derrière la vitre. Vous êtes insupportable. Je ne dirai rien, mais ils me disent des choses à l'oreille. Sachez que Violet Evergarden, Éternité et la poupée de souvenirs automatiques corrige presque tous les défauts qu'on pouvait trouver à la série. C'est aussi la preuve qu'au-delà de la qualité de production qu'a atteint le studio, Kyoto Animation est mûr enfin pour le format long métrage, ce que semblait confirmer leurs différents projets qu'on avait vus justement au Festival d'Annecy. Autour notamment de Free, voilà, donc un long métrage Free, je suis méga client. Gageons que le studio quand même saura rebondir après l'incendie criminel dont il a été victime l'été dernier et où 39 employés ont trouvé la mort. Le film leur est d'ailleurs dédié. Au passage, et je trouve ça quelque part assez beau que le premier film qui fasse suite à cet incendie parle de comment on va surmonter un traumatisme, comment on va surmonter une perte pour aller de l'avant et se reconstruire. Donc pour finir sur une note un peu plus légère, sachez qu'on attend un nouveau long métrage de Violet Evergarden pour le mois d'avril justement, qui cette fois-ci sera dirigé par la réalisatrice Naoko Yamada, qui avait déjà tout cassé l'année dernière. Tu me vois venir, Cédric, avec Lise et l'oiseau bleu. Tiens donc. Un film époustouflant, flabistouflant diraient certains. Flabistouflant, en tout cas, flabistique critique. Karel, bravo. Merci à toi pour ta première en tant que chroniqueur. Ce salaud. On verra si on te garde la semaine prochaine, on en discute après l'émission. Autour de la table, personnage incroyable déjà. Très bien. Autour de la table, qui l'a vu ? Est-ce que Justin, tu l'as vu ? Oui. Oui, je l'ai vu effectivement. Alors je suis un petit peu moins enthousiaste que Karel. En fait, moi pour le coup c'est l'inverse. J'ai largement préféré la série parce qu'en fait je trouve que le film, il y a un petit souci je vois pas à quel public ça se destine, parce qu'il y a pas mal de références il n'y a pas de recontextualisation par rapport à la série, c'est-à-dire on entre de plein pied dans sa nouvelle mission en quelque sorte. L'aspect épistolaire, il arrive très tard alors que c'est quand même le central dans la série. L'aspect, la question de la guerre, d'être dans un contexte d'après-guerre, c'est à peine évoqué. Voilà, on voit qu'elle a des prothèses métalliques. On sait pas trop, c'est pas trop expliqué comment ça arrive. Enfin, le film se destine quand même aux connaisseurs, en tout cas aux connaisseurs qui connaissent déjà le contexte de la série. Parce que c'est compliqué de se plonger dedans. On passe à côté de pas mal d'éléments, notamment le mimétisme qu'il peut avoir avec dans la deuxième partie avec un personnage de petite fille qui a une sorte de reflet de Violette par rapport à la manière dont elle va endosser le métier, un métier lié au contact aux autres dans l'intrigue. Et je trouve qu'on passe à côté de cela si on regarde le film sans avoir vu la série. Il y a pas mal d'éléments, et puis même l'histoire, je la trouve un peu légère par rapport à la vraie noirceur qu'on peut trouver dans la série. Je trouve que c'était un peu plus gentil. C'est peut-être un peu plus léger, effectivement, mais on peut noter, mine de rien, que le studio fait l'effort dans sa mise en scène de rappeler les contextes importants, historiques. On explique comment elle a perdu ses bras de nouveau, ce genre de choses. Donc peut-être qu'en tant que néophyte, on peut peut-être y avoir un accès. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Benjamin Benoît ? Je sais que tu l'as vu. Oui, effectivement. Alors, je suis plus d'accord avec Karel, en l'occurrence. Ça a plutôt résonné en moi. Effectivement, les défauts de la série sont plutôt un manque de dosage au niveau du pathos. C'est souvent lié au personnage de Violette qui est moins mise en avant dans ce film-là, et le format film lui réussit bien, et sur un écran de cinéma ça passe plutôt pas mal. Effectivement, ça ne raconte pas grand-chose, c'est plutôt prescriptif. À chaque fois qu'on dit 1, 2, 3 il faut pleurer, c'est un peu la même chose pour Shinkai, on reviendra dessus. Mais c'était une expérience agréable, j'étais dedans émotionnellement, j'étais investi. Lent, tranquille, comme une colère froide, très très beau, très très beau. C'était une bonne expérience. Je préfère ça à la série, effectivement. Et sur le chat, personne n'en parle, à part Darkanum qui dit qu'il faudrait qu'il retente Violet, visuellement très beau, mais je me suis grave ennuyé. Voilà, c'est sur cette première partie qu'on va vous quitter. Karel, est-ce que tu sais quelle musique on a en conclusion en bed? Moi je sais pas, je lis à ta place. Denzel Curry. C'est ça, Fit Kido Marv et Wish, ça doit être sûrement très bien vu que tu l'as proposé. Eh bien oui, c'est très bien. Et voilà, on vous laisse sur cette musique, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail début du pixel où Is No Good est revenu à sa place. Tout va bien. Il se frotte les mains. Ah non, non, non. Mickey Banjo-Kazooie là. Baboufric. Baboufric. Oui, bon. Okay. Notre maître à tous. Notre maître suprême. On salue sur le chat Phenom qui nous dit bonjour, et beaucoup de gens qui apparemment se sont délectés de ma punition lors de cette critique. Mafouba, on salue aussi. Excellent choix musical, merci. On retrouve évidemment Denzel Curry sur
sur son album Zu, qui est très très bien. Donc petite reco au passage. On perd pas de temps, il est déjà 17h20. Je propose qu'on attaque direct dans le dur. Makoto Shinkai, le grand débat, c'est parti. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison. Si, ça sert de discuter, c'est toi qui as toujours Makoto raison. Shinkai donc, qui est ce monsieur tout d'abord, Cédric? Eh ben, c'est un monsieur d'origine japonaise déjà, on peut le dire. Il est né le 9 février 1973 à Nagano, dans la région de Nagano, et c'est un animateur, réalisateur, scénariste de succès qui a fait plusieurs grands films. Donc il a commencé, lui il s'est très jeune dit qu'il voulait faire de la mise en scène, entre autres via le manga et l'animation. Bon, on va me dire c'est assez basique pour les japonais, mais mine de rien, il n'y en a pas tant que ça qui disent clairement tel film m'a marqué. Et lui surtout il avait des films déjà très précis dans ses films préférés. Bon, comme beaucoup de gens, il y a beaucoup de Miyazaki, entre autres Le Château dans le ciel, je pense que c'est assez évident quand on le voit. Ou Nausicaa, là aussi ça se ressent un petit peu. Et il y a des choix plus étonnants comme Pat Labor 2. Yes. Et surtout, The End of Evangelion fait partie de ses films préférés. C'est un monsieur de goût. Ah bah voilà, c'est pas ce que tu disais tout à l'heure en parlant de Radwimp, mais nous y reviendrons peut-être plus tard dans la critique. Et du coup, lui, il commence par un studio de jeux vidéo, Falcom, qui a fait pas mal de jeux dérogués, de visual novel. Is, entre autres, ils sont très connus pour Is, et il s'occupe de pas mal d'animations. Et fin des années 90, il se lance dans l'animation en faisant des courts-métrages un peu par lui-même au début. Alors, la légende le résume en mode il fait ça seul dans son garage. C'est à peu près le cas, mais pas forcément dans son garage. Mais en tout cas, il est pas autodidacte, mais il apprend un peu par lui-même. Et très vite, il se met surtout à l'animation par ordinateur. Enfin, il fait beaucoup de choses avec des décors en 3D, entre autres. On peut peut-être commencer par là, effectivement. Son premier court-métrage en 1999, Elle est son chat. Tu l'as vu ce matin, Justin? Oui, effectivement, c'était le seul, étrangement, que je n'avais jamais vu. Donc, pour l'émission, j'ai regardé. Et on t'en remercie. Et donc, on retrouve déjà son sens de l'atmosphère, son côté introspectif. Il y a le réalisme n'est pas totalement là parce que c'est pas mal d'images figées. Enfin, si c'est très rudimentaire. Dans la composition des décors, dans l'appartement, on trouve quand même ce sens du réalisme, même si ça reste très statique. Et dans le côté introspectif, une sorte de mélancolie qui se dégage aussi, puis de séparation, mine de rien, malgré que ce soit deux personnages qui se trouvent dans les mêmes lieux. Mais on voit déjà ce côté, cette distance qui va courir tout au long des personnages de ces films suivants. Et on va arriver quand même au premier gros morceau, n'est-ce pas? Parce qu'elle est son chat, c'est un coup d'essai. Oui. Mais pour lequel il va avoir quand même pas mal de reconnaissance, notamment une décoration au Doga Animation Contest en 2000. Et à la suite de ça, il va se dire et si c'était ça ma vocation finalement, ce qui va donner Voices of a Distant Star en 2002, 7 mois de production, quasiment tout seul à plein temps, après avoir démissionné de Falcom. Et tu l'as vu, Benjamin? Alors, je t'ai demandé de ne pas me le dire, pardon. C'est pas, non, mais je peux en parler. On retrouve toutes les thématiques de son cinéma. On retrouve la matrice la matrice thématique, la matrice du récit. Voices from Distant Star, donc l'histoire d'une séparation avec une très forte inspiration de Gunbuster, Justin. Oui, effectivement, on retrouve il y a un côté quand même geek, un geek de l'animation, de la science-fiction, de l'animation chez Shinkai. Effectivement, là, il y a deux croisements de trames. Il y a Gunbuster, effectivement, avec la séparation avec des adolescents, enfin Evangelion et puis Gunbuster, c'est-à-dire des adolescents qui sont amenés à piloter des mechas dans une guerre. Et puis il y a également la séparation, voilà, où un personnage se retrouve à des années-lumière de la Terre, tout en restant en contact avec un ami, enfin là dans l'occurrence dans le Shinkai, avec un amoureux resté sur Terre, quoi. Et donc il y a déjà cette mélancolie également dont je parlais. Puis là on retrouve un côté adolescent aussi. Il y a le côté un peu teen, un peu mélancolie adolescent, les ambiances éthérées, le travail sur les couleurs, la lumière, on retrouve déjà vraiment ça. Les décors. On retrouve, c'est vraiment une matrice, la vraie matrice de tout ce qui va venir. Et puis il y a une gestion de la temporalité, on l'a dit, l'éloignement dans l'espace, mais aussi dans le temps, Cédric. Ça se rapproche un petit peu pour ceux qui ne l'ont pas vu, ce film. Il y a un film beaucoup plus connu et américain qui peut vous aider, c'est une scène assez culte maintenant du film
Interstellar de Christopher Nolan, où je sens vous rentrer trop dans les détails pour ceux qui n'auraient pas vu le film. C'est quand le personnage principal joué par Matthew McConaughey reçoit des messages vidéo de sa fille et il se rend compte qu'il y a eu un petit décalage qu'il n'avait pas pu prévoir. Le film joue un peu sur ça, puisque la temporalité de l'héroïne, qui est donc envoyée dans l'espace dans une espèce de méca de combat géant, et la temporalité de son petit ami sont complètement disparates, et donc là où des fois pour lui plusieurs mois voire années passent, pour elle il ne s'est passé que quelques heures voire quelques jours, et donc c'est intéressant parce que la question que se pose Shinkai, il faut savoir, c'est un homme qui a fait des études de lettres, il a fait des études de littérature à l'université. Benjamin Jubile. Ouais. Et mine de rien, je pense qu'on peut lui reprocher des choses, je pense que ça va arriver un moment dans l'émission, mais ça se sent, dans le sens qu'il est, mine de rien, assez méthodique dans la manière dont il écrit ses histoires. En fait, tu sens qu'il y a une vraie mise en scène, une vraie narration qui pourrait très bien se retranscrire dans des romans. En fait, on sent un certain classicisme dans la manière dont il aborde ses œuvres, je trouve. Et pour rebondir là-dessus, il faut savoir que les novélisations de ces films, c'est Shinkai qui les écrit lui-même, parfois parallèlement au scénario ou juste après, et donc c'est une aide pour lui, parfois pour voir des choses qui ne vont pas, étant donné qu'il écrit la novélisation en même temps. Donc côté littéraire, effectivement, je confirme. Et puis une autre thématique en toile de fond, parce qu'on parle quand même d'un récit de guerre, c'est est-ce qu'une relation peut simplement tenir face aux contingences de la société, et voilà, quelle place est-ce qu'on est prêt à donner au sacrifice de soi. C'est quelque chose qui effectivement est assez, je pense, Imperium, c'est un énorme gros morceau dans sa filmographie. C'est la place des relations, alors surtout les relations amoureuses, et surtout qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver une relation, qu'est-ce qu'on doit sacrifier, c'est plein de questionnements que le personnage se pose assez souvent, mine de rien, le bonhomme. Kevin ? Oui. Toi, tu l'as apprécié, Voices of the Distant Star, est-ce que tu l'as vu ? Oui, je l'avais vu, on l'avait vu avec Cédric à un moment en DVD. Ce que j'avais apprécié effectivement, c'est ce rapport, comme on disait, de temporalité qu'il inscrit, et on verra du coup dans tout le reste de sa filmographie que cette idée en fait de temps qui s'étire, de séparation, le taraude un peu. Alors c'est encore une fois, là, la mise en scène, pour le coup, est assez expérimentale, et c'est ça qui est intéressant de voir, parce que c'est un cours, donc il s'arme, en fait. Il s'arme pour développer cette thématique, et c'est là que j'ai trouvé très intéressant. Après, en soi, la romance, c'est pas ce qui m'intéressait de plus, hein. Je vais être très honnête avec vous. Hein. Toi, t'as été plus happé par la gestion des paysages, la gestion de l'espace, peut-être ? Oui, surtout si, comme on dit, il l'a fait dans son garage, hein, c'est quand même pas mal, hein. C'est une gageure pour un film fait en 7 mois. Enfin, j'apprends là que c'était en 7 mois, c'est fou, quoi. Justin ? Et un thème aussi, pour rebondir sur ce qu'on disait, sur ce qu'on est prêt à sacrifier à une relation, il y a le thème du renoncement ou pas qu'on est prêt à accepter par rapport à une relation qu'on retrouve dans Voices of the Distant Star, par rapport au personnage du garçon, donc il reste sur Terre. Bon, pour lui, le temps passe à une vitesse normale, tandis que son ami, qui lui répond de plus en plus tardivement, de manière de plus en plus éloignée, reste une adolescente là où elle est. Donc lui, il grandit, vieillit, et donc la question, c'est est-ce qu'il est prêt à l'attendre ou est-ce qu'il est prêt à renoncer et enfin vivre sa vie. Et donc ça, c'est un questionnement, le renoncement ou la poursuite d'une chimère en quelque sorte. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les films suivants à un degré plus approfondi. Quelque chose qu'on va retrouver du coup dans son premier long métrage, dont on peut parler dès maintenant, La Tour au-delà des nuages, Benjamin. Non, son premier long métrage, Benjamin, enfin. Non. Donc La Tour au-delà des nuages, donc on garde cette matrice de la guerre, cette fois-ci portée à un autre niveau. Un Japon uchronique, divisé en deux, entre l'Union soviétique, les États-Unis, et une tour gigantesque qui semble rapporter des morceaux de dimensions parallèles autour d'elle, c'est ça ? Ouais, c'est un film très intéressant qui déjà en fait il y a des trucs que tu peux retrouver dans Your Name. Enfin, je vais surtout. On va y venir. Je parle vraiment beaucoup de Your Name et des Enfants du Temps, dans le sens que c'est ces deux derniers et que c'est ces deux plus connus. Donc peut-être au niveau des auditeurs qui connaîtraient pas tous ces films d'avant. C'est les meilleurs points d'entrée, oui, effectivement. En tout cas, c'est des parallèles intéressants à faire. Mais par exemple, déjà dans La Tour par-delà les nuages, il met en place des décors qui se veulent le plus réalistes possible. Il refait des gares, il refait des écoles avec une certaine justesse dans les décors.
Et je pense que le but à chaque fois recherché, plus que de faire des pubs cachées ou de se la péter en disant regardez j'ai fait les décors les plus réalistes, c'est d'ancrer le plus possible son spectateur dans un contexte qui se veut réaliste. Alors je pense qu'il fait d'abord ses films pour les Japonais, comme avant de penser au reste du monde, il pensait pas du tout que ces films partiraient à l'international et cartonneraient. Et donc pour parler le plus possible à son public, qu'est-ce qu'il fait ? Il ancre le plus possible via les décors, via les relations, et on le voit même par exemple au tout début du film, les héros qui sont encore lycéens pratiquent des sports, des clubs, comme ça se fait beaucoup au Japon. Seulement ils font que des pratiques qui sont purement japonaises. Par exemple, le héros fait du kyudo, du tir à l'arc japonais. Donc ça, moi je trouve ça plutôt intéressant. Et effectivement, il y a ce truc toujours très propre à Shinkai de dire les relations intimes vont devoir être écrasées par un poids de société plus important. Là, comme tu le dis, c'est le contexte de la guerre, et on est dans un Japon uchronique où le Hokkaido a pris son indépendance, et donc les enfants participent à l'effort de guerre, entre autres. Donc les héros, c'est ce qui va leur arriver. Et dans le récit, sans trop rentrer dans les détails, disons qu'ils sont 3, 2 garçons et une femme, et la personnage féminin va tomber dans une espèce de coma mystérieux, et les 2 gamins vont déserter leur fonction dans le but d'aller dans cette fameuse tour où il s'était promis d'aller, parce qu'il y aurait peut-être quelque chose qui permettrait de la réveiller. Donc c'est intéressant aussi parce qu'il mixe un peu le conte de fées à l'occidental, le conte de fées à la japonaise. Enfin, et encore une fois, c'est une espèce de pot pourri de plein d'idées qui bouillonnent dans son esprit et qui rebondissent via ces thématiques, je trouve. Et on retrouve peut-être une influence de La Princesse à sauver, Château d'Ancet, tout ça, c'est ce rapport à l'élévation peut-être aussi. Justin, peut-être un petit peu. Oui, exactement. Il y a ce côté miyazakien, cette influence de Miyazaki, mais même un peu Conan le fils du futur, ou même effectivement le château dans le ciel, avec cette quête qui se manifeste par un lieu, un objet à poursuivre. Et puis on retrouve aussi, il réinvente cette notion de distance en créant des sortes de mondes oniriques où est perdue la jeune fille. Donc il réussit à retrouver un aspect différent pour exprimer cette facette de distance finalement qui est très intéressante. Kevin ? J'ai pas eu il l'a pas vu. Le voir. Ok, d'accord, très bien. On va te dire en off qui a vu quoi, parce que tu n'es pas. Non, moi je suis désolé. Non, mais il y a aussi autre chose du coup d'important dans ce film, c'est au-delà de l'animation, de la création des décors, c'est la gestion du montage. C'est-à-dire l'ambivalence entre la réalité, la fiction, le rêve, la guerre, et finalement comment on va brouiller les perceptions du spectateur et jouer justement sur cette distance, se rapprocher des scènes où on ne sait plus ce qui est réel, ce qui n'est pas réel, et finalement travailler la distance et le rapprochement, finalement les retrouvailles. Ouais, c'est pas ce qui m'a le plus marqué, parce qu'il faut savoir qu'à la même époque sortait juste un film qui s'appelle Millennium Actress, qui joue sur ces mêmes thématiques-là, surtout dans le montage en fait, de perception réalité et fiction. Et pour le coup, avec tout le respect que j'ai pour Shinkai, c'est peut-être un petit peu mieux fait dans Millennium Actress. Enfin, c'est problématique, disons, en fait. Mais le film a d'autres qualités qui lui sont vraiment propres. Justin ? Alors, j'ai pas l'impression qu'il cherche à nous perdre tant que ça. En tout cas, il cherche plus à nous perdre dans les sentiments profonds des personnages, mais pas à nous perdre dans la perception en soi des réalités, parce qu'il y a un jeu sur la lumière, sur les atmosphères éthérées, et on est plus dans les pensées des personnages, donc c'est plus le fil conducteur que vraiment la perception de la réalité, j'ai l'impression, en tout cas pour ce film-là. Les amis, avez-vous quelque chose à ajouter sur la tour de la dénuage avant qu'on aborde la deuxième partie de l'émission ? Non, oui, non, ok. C'était très joli. C'est très joli, très bien. C'était, je pense, un début solide pour Shinkai, qui va confirmer un début qui lui a donné pas autant de renommée qu'on le pense. Il est quand même resté vraiment sous le manteau, quoi. Un début confidentiel, mine de rien, mais un succès d'estime dans le milieu de l'animation et dans le milieu des amateurs d'animation, qui va se confirmer plus tard avec 5 cm par seconde, dont on parlera après la pause. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de 8 pixels, toujours avec Benjamin Benoît, toujours avec Justin Quedi, toujours avec Kevin, toujours avec Cédric, tout va bien. Ça va. Très bien. Très très bien. Bon là, Benjamin, je me tourne vers toi. Après cette pause musicale Zen Zen Zenz de Your Name, dont on va parler plus tard, parce qu'on suit de rap. Ça s'appelle pas Your Name. Qu'est-ce que c'est ? Non, Your Name, un certain film, mais dont on va parler un petit peu après. Est-ce qu'il y en a eu d'autres avant ? Je croyais qu'on parlait d'Osoda, moi, aujourd'hui.
Qu'est-ce que je fais là ? Vous êtes insupportable. On n'a pas dit qu'on faisait une émission sur le nouveau Miyazaki. Je vais me réveiller. Donc je propose qu'on avance tout de suite. On a posé les bases de son cinéma, ses thématiques, son esthétique. Maintenant, on va voir un petit peu l'évolution du traitement de tout ça au fil de sa carrière, à commencer par donc son l'essai transformé qu'est 5 cm par seconde, Benjamin. Oui, bien sûr. Alors avant toute chose, ce commentaire de Benjamin vous est présenté par les chocolats Lotte. Les chocolats Lotte, c'est les meilleurs chocolats que j'ai mangés. Mais vous êtes insupportable. Non, écoute, la vraie matrice de Shinkai, c'est que c'est 5 cm par seconde, c'est pas Your Name. Tu vois, jusqu'à 5 cm, il a développé son terreau d'imaginaire. Après, il a cristallisé avec Your Name et après, il a dérivé sa propre formule. Le truc, c'est que dans ce film, il n'était pas encore récupéré par la Toho, je crois. Et là, il a pu, disons, donner tout ce qui a constitué son cinéma. Déjà une esthétique très télévisuelle et clipesque, parce que Shinkai, il adore les clips, mais on devrait dire plutôt les AMV, les anime music vidéo qu'on fait parfois. Non mais pour de vrai, il y en a toujours un dans ce film, il y en a littéralement un dans 15 cm par seconde. Petite fille afghane, si tu veux citer Manhattan Kaboul, ça va très bien avec Your Name, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et aussi évidemment sa formule, parce que ça devient une formule qui est influenceuse et qui commence à faire des bébés et des clones pancréas. Et avec ce film-là qui est un triptyque, il va nous parler de ce qu'il adore faire, ou je pense que c'est plus une catharsis, la séparation, parce que Shinkai, il dit à qui veut l'entendre que dans sa vie il a été extrêmement blessé par une rupture. Je veux dire, sa zouze s'est barrée à un moment, il s'en est jamais vraiment mis, et ça fait rire Cédric, ce qui expliquerait, parce que je le dis de cette manière là, c'est vrai, ce qui expliquerait pourquoi Voices of a Distant Star a été redoublé derrière, parce que les voix d'origine c'était Shinkai et sa copine, et donc ça expliquerait et peut-être la dite zouze. Et donc 5 cm par seconde, c'est un triptyque d'une séparation entre 3 âges, d'abord des collégiens, puis après des lycéens, puis l'âge mûr, l'âge adulte plutôt, juste quand les études commencent. Et même si c'est pas encore techniquement très au fait, on a la recette est là, on a les décors photographiques, on a l'amour des trains, c'est très important. Et on a un Shinkai qui, pour l'une des dernières fois, va se faire plaisir et ne pas donner au spectateur ce qu'il veut, car ce film n'est pas à voir après une séparation, ou spécifiquement à voir après une séparation pour accepter ou pour avoir le seum, ce genre de choses. Mais tout l'imaginaire se cristallise de Shinkai dans ce film. Donc c'est, à mon sens, le plus important dans la chronologie médiatique de ce mec, et transmédiatique, parce que on va voir que c'est très lié aussi au Radwimps, etc., ces bouquins qu'on a cités, mais disons, c'est le aussi film le plus important. C'est aussi celui où il fusionne son savoir-faire du court-métrage et du long-métrage en faisant un long-métrage à partir de 3 courts-métrages. Oui, un long viteuf, c'est 1h05, un truc comme ça. Oui, c'est 3 fois 25 minutes, quoi. Officiellement, selon les règles de Clermont-Ferrand, c'est un long-métrage. Un court-métrage, c'est jusqu'à 55 minutes. Voilà. Mais les règles sont faites pour être brisées. De toute façon, par exemple, t'as Ma vie de courgette qui fait 1h05 aussi. C'est un très bon film qui a été récompensé. C'est pas du tout une question de temps, mais plus de structure. Là, en l'occurrence, c'est vraiment 3 actes très définis. On t'a les mêmes topos qui reviennent. On a déjà cette scène c'est pas un hôtel, mais il passe une nuit entre les deux, et on va voir cette scène dans tous ces films après, peut-être même dans Zagarta, je suis pas sûr. Non. Dans Pancréas, oui. C'est pas grave. Mais dans Pancréas, donc oui. voilà, c'est fait. Très bien. Justin. Oui, alors quelque chose qu'il faut signaler, c'est que c'est par rapport à ses premiers courts-métrages et son film précédent, c'est la première fois qu'il n'y a pas de contexte de science-fiction ou de fantastique. Donc désormais, il est capable de poser ses thèmes sans avoir besoin de poser un contexte imaginaire un peu grandiloquent. Là, c'est quelque chose de très, très intimiste. En tout cas, c'est grandiloquent peut-être esthétiquement, mais au niveau du traitement, des sentiments des personnages, c'est vraiment totalement intimiste et réaliste. Et alors là, je vais peut-être évoquer une influence live qui a pu avoir où ça se voit vraiment dans ce film-là. Pour ceux qui connaissent, c'est un réalisateur japonais qui s'appelle Shunji Iwai, et donc qui a réalisé, on peut dire c'est une sorte de Makoto Shinkai en live, un pré-Makoto Shinkai en live des années 90, et où là on constate vraiment une influence dans la texture des décors, le travail sur la photo, les feuilles de cerisier qui tombent. On retrouve totalement l'influence de ce réalisateur-là, d'autant plus en n'ayant pas de contexte fantastique. C'est quelque chose qu'on retrouve là, une influence. Alors je sais pas si Shinkai l'a revendiqué explicitement ou pas, mais c'est
c'est évident pour ceux qui connaissent Shunji Wai que on retrouve ça particulièrement dans ce film-là. Ce serait cohérent dans la mesure où effectivement il y aurait un ancrage plus naturaliste et du coup un peu plus détaché de l'imaginaire miyazakien, aérien, et un peu plus détaché aussi de l'imaginaire à la Oshii, justement, avec Pat Labor, la guerre qu'on a pu retrouver dans Voices of a Distant Star et La Tour au-delà des nuages. Toi, tu notais dans un article consacré à 5 cm par seconde un point de bascule thématique vers des conclusions peut-être plus lucides, quitte à ce qu'elles soient un peu plus amères aussi. Oui, tout à fait, parce que je trouve c'est à travers les 3 personnages du film, je trouve que Shinkai a croisé des chemins par rapport à la position de chaque personnage du film. Donc il y a le garçon qui n'a jamais oublié son amour d'enfance et qui à la fin du film, ils sont adultes. Et il n'en est toujours pas sorti, alors que c'est ce fameux amour d'enfance qui va d'ailleurs recroiser. Il y a une reprise, on en reparlera quand on parlera de Your Name, mais il y a une scène quasiment identique, avec une issue différente dans Your Name. Mais donc il y a cet amour d'enfance, la jeune fille, qui elle est passée à autre chose. Voilà, ça reste un doux souvenir pour elle, mais elle est prête à faire sa vie, à passer à autre chose. Et puis, entre les deux, il y a une autre fille qui était amoureuse du garçon et qui est hésitante entre les deux, mais qui fait sa vie quand même. Donc, il y a une bascule où il y a des personnages qui sont prêts à dépasser leur fantasme adolescent à devenir adulte. Il y a cette bascule-là dans l'intrigue. Benjamin ? Non, je suis tout à fait d'accord. Par contre, naturaliste, ce n'est pas forcément les oiseaux, la nature, les chênes et les arbres. C'est la dégénérescence des corps, ces eaux-là, tout ça. Il n'y a pas de décomposition dans 5 cm par seconde. Voilà, c'était l'instant super fact de l'être, il fallait que je fasse. Décomposition de ton petit cœur, peut-être, je ne sais pas. Ah, ça c'est clair. Si vous avez rien à ajouter sur 5 cm par seconde, on peut peut-être passer à un autre film qui a une esthétique très différente, mais qui est peut-être très cohérent sur le plan thématique avec ce qu'on vient de dire sur 5 cm par seconde. Voyage vers Agartha, où là pour le coup retour à la maison du maître Miyazaki. Bah oui, mais lequel ? Parce que moi ça m'évoque plus Goro que Hayao pour de vrai. C'est plus un recyclage que directement à la source. Alors effectivement c'est très Laputa, c'est très le château ambulant, mais le chara-design évoque déjà énormément Miyazaki, ouais. avec un côté un petit peu plus violent peut-être, mais effectivement là on est dans un univers de science-fiction. C'est pas un isekai, c'est peut-être un isekai, je sais pas, je peux pas rentrer dans ce débat-là. Ne rentre pas dans ce débat-là. Je rentre pas dans ce débat-là. Un petit peu, mais il y a pour la dernière fois, parce qu'effectivement 5 cm par seconde et la suite sera ancrée dans le réel avec des teintes fantastiques, mais ancrée dans le réel à 100%. Là, pour la dernière fois, on est dans un récit qui tente, je dis bien tente, de faire du fantastique, qui n'est pas très mémorable, hein, ce film. Il y a pas mal de défauts. Justin ? Oui, je suis d'accord. En fait, le seul point que je voulais dire, c'était qu'on retrouve le côté adulte qu'on commençait à entrevoir dans 5 cm par seconde, parce que là, la distance ne se fait pas à travers... Enfin, il y a un sentiment amoureux, mais à travers le deuil, en fait. Alors que là, les films précédents, c'était toujours des romances adolescentes. Là, il y a des questionnements peut-être plus profonds au niveau du deuil, avec un adulte qui poursuit le spectre de sa femme dans cette espèce de monde parallèle. Et donc, il y a cet aspect-là, beaucoup plus profond, on va dire, même si effectivement, je suis d'accord que c'est pas son meilleur film. Mais est-il bien géré ? Parce que c'est une take sur le deuil qui est tellement radicale et bizarrement faite, dans le sens, est-ce que tu es prêt à sacrifier une partie de toi pour retrouver celle que tu aimes, mais de manière amenée très étrange. On va peut-être rappeler le pitch. On va suivre 2 personnages, donc une héroïne qui tout simplement est passionnée par la nature, par qui écoute sa radio, qui écoute sa petite radio avec une espèce de pierre précieuse qui lui permet d'écouter les vibrations du vent. Puis un jour elle va rencontrer une sorte de prince qui a l'air de sortir d'un conte de fées qui va disparaître. Elle va partir à sa recherche et découvrir qu'il y a un homme qui est lui aussi à la recherche de ce qui semble être un univers parallèle dans le creux de la Terre, et qui serait donc Agartha, qui détiendrait la clé justement pour faire revenir les êtres disparus. Voilà, et donc à partir de ce moment-là, on va avoir 2 personnages qui vont traiter chacun à leur manière la disparition ou bien de l'être aimé ou bien d'autres choses. Et c'est un film qui est vraiment le cul entre 3 chaises. Je ne sais pas du tout à qui il s'adresse démographiquement, parce qu'il a le plot et effectivement la verdure des Miyazaki, et il est quand même d'une violence thématique et un tout petit peu graphique. Oui, il y a du sang. Qui
n'est pas pour les gosses, donc je sais pas vraiment pour qui il l'a fait. Il était déjà à la TO quand il a réalisé ce film. Je ne saurais pas le dire. Ce serait très étonnant. Ne cherche pas, c'est vraiment pas très important. C'est pour la suite que c'est important, parce que c'est pas dans ce film-là qu'il va terminer sa grammaire. Là, on sent que c'est un petit bonbon qu'il s'offre à lui-même, une tentative. Un gros bonbon quand même. Un gros bonbon. En termes de qualité de production, on est quand même sur un gros bonbon. Assez méconnu quand même, pas distribué par Kazé chez nous, mais sorti en film, je sais pas. Il était pas sorti en salle, dans le sens qu'il était pas, il était plus vraiment le petit mec dans son garage. Là, il y avait quand même une équipe derrière lui. Comics Wave était quand même assez bien lancé à ce moment-là. Là, on parle vraiment du Japon. Partons du principe qu'il n'est pas connu du tout, à part par Animeland et quelques esthètes jusqu'à Your Name, sans mauvais jeu de mots ou méchanceté, quoi. Et malgré cet aspect cul entre deux chaises, il y a quand même des élans de noirceur. J'ai le souvenir, il y a une petite bestiole un peu mignonne qu'on croise pendant une bonne partie du film et qui meurt. Et puis il y a cette réflexion sur le deuil à travers la mort d'un petit animal qu'on voit dans le détail, qui suit un peu une réflexion sur le cycle de la vie. Des petits élans de noirceur. La petite sorcière peut-être, je ne sais pas. Il y a des petits élans de noirceur comme ça. Il y a des Strums, c'est son seul film où il y a des monstres. Trop chouette. Et puis, alors j'avais eu l'occasion d'interviewer Makoto Shinkai à la sortie de Voyage vers Agartha, et d'après ce qu'il disait, donc déjà il revendiquait totalement l'influence de Miyazaki, parce qu'il y a des reprises, hormis le Château dans le ciel, il y a même du Princesse Mononoke aussi, il y a une scène quasiment reprise à l'identique lorsqu'il y a le fameux prince qui décide de partir à l'aventure. La progression, le découpage, l'ampleur de la scène, c'est totalement le début de Princesse Mononoke. Et un côté très baroque aussi, façon château ambulant un peu. Tout à fait. Et il y avait quelque chose qu'il assumait, c'était désormais de vouloir s'ouvrir au grand public. Ça, il le disait quand on lui parlait de Miyazaki, il disait oui, parce qu'il voulait avoir l'universalité qu'est capable d'avoir Miyazaki avec chacun de ses films, et c'est quelque chose vers lequel il souhaitait tendre avec tous ses films suivants, ce qui va se confirmer effectivement avec les films à venir et le grand succès qu'il va rencontrer. Et finalement, on peut dire que ce film, pour refermer ce segment sur Agartha, c'est un film où la séparation, quelque part, elle est consommée, elle est reconnue comme quelque chose d'irréversible, et finalement, est-ce qu'il vaut pas mieux avancer? Est-ce qu'il n'y a pas une avancée dans son cinéma là-dessus? Bah oui, quelqu'un va tenter de faire revivre quelqu'un. Il va le payer au prix cher. Donc Orphée, je pense Eurydice, que le message, c'est complètement Orphée Eurydice. Oui, c'est ça, c'est le prolongement de la conclusion de 5 cm par seconde où on entrevoyait ça, et puis là, malgré qu'on ait un univers surnaturel, il y a cet aspect très noir, cet aspect où il faut renoncer un peu aux chimères. Vous avez compris, les auditeurs? Faites pas revivre vos morts. Voilà, et si vous voulez pas voir ce film, défaut de les vous pouvez manger. toujours regarder Fullmetal Alchemist, c'est un petit peu plus long. Et ne regardez pas Frankenweenie. Voilà. Mais justement, dans Frankenweenie, c'est l'inverse, genre la mort, pas de problème, je l'ai fait revivre. Justement, c'est naze, Frankenweenie. C'est très bizarre. C'était mon plot hole, j'arrivais pour ça. Salut. Et donc, très bien. On va passer du coup après ce segment plutôt lucide, finalement une prise de recul thématique dans l'œuvre de Shinkai, à un moyen métrage qui occupe une place un peu intermédiaire, un peu mitoyenne entre ce dont on vient de parler et le mastodonte qu'est Your Name. C'est The Garden of Words, qui est très reconnu sur le plan critique et peut-être pas le plus évident à aborder pour le grand public. Benjamin, je te vois serrer un petit peu. C'est très compliqué parce que c'est la bêta du film d'après. Il faut dire que c'est l'histoire d'amour d'amour un peu à sens unique entre un lycéen et qui aime faire des chaussures d'ailleurs, je crois. Qui a une passion pour la corde. C'est le début du fétichisme des pieds pour Shinkai, qu'il a lui-même dit. Il se comparait à Tarantino. C'est la parenthèse nécessaire terminée. Donc ils vont se retrouver, se séparer, se retrouver, se séparer, et l'intérêt alpha, excuse-moi, de ce film, c'est son graphisme. En fait, c'est le dessin, c'est la plus belle pluie de l'histoire de la Japanimation. Elle est chez Shinkai, elle est dans ce film. C'est quasiment photographique, c'est ultra beau. Il y a Kana Hanazawa aussi qui fait une doublure. Il faut le dire, c'est très important. J'ai appris à le faire ça. Mais le problème, c'est que le pathos chez Shinkai, c'est très important. Le pathos, c'est bien. Moi, j'aime le pathos, mais ça se dose. Et à partir de là, la balance entre
elle commence à être un petit peu trop forte. Tu vois, à chaque fois tu dois être triste, on te dit que tu dois être triste. C'est vraiment un signal. La musique, les violons débarquent, on dirait comment elle s'appelle, la nana qui fait Pilote Dragon et Makia. Yuki Kajura, non? Non. Cédric, aide-moi, Pilote Dragon. Mais je l'ai pas vu. Je sais pas. Désolé. Le chat, s'il vous plaît. Le chat pourra m'aider. Le chat, s'il vous plaît. Mais oui, non, effectivement, c'est un film, c'est un moyen-métrage assez... Mari Okada. Mari Okada, oui, très bien. Voilà. Ah oui, non, elle fait les bandes son Mari Okada. Non, mais disons qu'elle a un problème en ce qui concerne doser ses sentiments et ses émotions. Oui, effectivement, dans ce sens-là. Mais oui, enfin, pour revenir au film en lui-même, effectivement, on va suivre l'histoire d'une espèce d'infatuation entre un jeune homme et une femme plus âgée. Une femme plus âgés, oui, qui vont se retrouver dans un jardin public les jours où il pleut. Et puis c'est voilà. tout. Non, mais voilà, ça va être une espèce de récit épisodique comme ça, un petit omnibus d'instants volés à l'abri des regards, où on va essayer des chaussures, entre autres choses. Kevin, ce film, c'est, comme l'a dit Benjamin, c'est une claque visuelle. Est-ce que finalement, c'est pas aussi son entrée dans la sphère tokyoïte avant Your Name? Ah oui, totalement. Son premier film totalement urbain. Totalement, oui. Mais faut rappeler quand même que effectivement dans le film, ils se rassemblent dans une espèce de petit bosquet, c'est ça? C'est le bosquet sacré. Donc ils se mettent à l'abri justement de cette petite véranda. Cette petite véranda. Ils se mettent à l'abri de cette nature. Donc on va dire que c'est une incursion. Un peu plus... Urbanos. Oui, voilà, un peu Pop. moins urbaine, en fait. Mais bon, en tout cas, moi, personnellement, c'est mon préféré. Parce qu'il a le mérite d'être court, déjà. Et 40 minutes. Effectivement, alors certes, il surligne l'émotion, mais c'est en plus, c'est le problème de tout ça. Bien dans le micro, s'il te plaît. Voilà. C'est le problème de tous ces films, malheureusement, c'est qu'il surligne un petit peu trop l'émotion. Mais à sa décharge, je préfère ce film-là parce que... Peut-être parce que les enjeux sont plus resserrés, parce que ça va pas forcément quelque part, et parce que c'est le côté doux amer du truc fait que c'est finalement il n'y a pas vraiment de conséquences énormes. Donc quand on voit le truc, on se dit ça pourrait arriver à n'importe qui. Donc moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié le visionnage de ce film. C'est même pas esthétiquement, je sais que le mec il fait des trucs d'enfer, mais narrativement c'est plus resserré. Le mec sait ce qu'il veut raconter, donc c'est là que je trouve que c'est le meilleur. Quand il observe des personnages faire des trucs. Ah, mais c'est à partir de là que Shinkai met de moins en moins du Shinkai dans ses films. À partir de là, il est récupéré par ses producteurs qui l'imposent une grammaire scénaristique, enfin plutôt de réalisation. Et c'est avec ce film qu'il a moins une filmo d'auteur, qu'il est plus influencé par son entourage, ses producteurs, les gens qui lui disent un peu quoi faire. Et la rupture, elle commence à se faire là, à mon humble avis. Et c'est paradoxal parce que c'est pourtant un film très très intime, Justin. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est une nouvelle manière de manifester son thème de la distance entre les individus. Parce que là, c'est une différence d'âge. Bon, c'est une romance, mais plus ou moins impossible à cause de la différence d'âge. Et là, c'est à partir de là où on trouve ce côté photoréaliste quand même très poussé. Ça part de là, parce que là, il a les moyens désormais de le mettre en œuvre. Il le faisait quand même déjà avant. Hein. Tu vois, même dans 5 cm par seconde ou dans La Tour par la nuage, il tente de le faire. C'est juste qu'il n'a pas les moyens d'y arriver, mais il a toujours eu cette optique de faire les décors avec le plus de détails possible pour que ça, vraiment les décors fourmillent à chaque fois. Et avec les meilleures incrustations possibles. Et oui, en plus. Et c'est à partir de ce film-là où ça commence à être vraiment frappant. Moi, j'ai le souvenir d'avoir été au Japon. Alors, je pense pas que c'était le square concerné où je me suis trouvé, mais c'était un square. C'est un type de square typiquement japonais. À un moment donné, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans celui du film. Le souvenir du Garden of World m'est revenu immédiatement parce que il y a ce niveau de détail, cette capacité à capturer le réel tout en instaurant une certaine forme de poésie. Alors je suis pas tout à fait d'accord sur l'aspect pathos. L'aspect pathos dans le film, il arrive à la fin parce qu'il y a une scène de séparation un peu larmoyante, un petit peu forcée, mais le reste qui n'a pas l'air définitive. Oui, en plus, mais bon, il pleut, on pleure, c'est un peu le côté pathos, c'est un peu poussé, mais le reste du film, moi, je trouve très sobre. C'est des rencontres à la furtive. Il y a des silences, il y a un jeu sur l'atmosphère. Enfin, moi, je trouve ça très, très, très sobre. C'est du Shinkai condensé à son meilleur. Moi, je trouve plutôt que c'est
c'est une bonne introduction si on trouve que d'autres films sont trop effectivement grandiloquents, mélodramatiques. Celui-ci, avec cet aspect resserré, cette thématique, c'est vraiment une très bonne porte d'entrée, je trouve. Et c'est peut-être aussi celui où... Vas-y, Kevin. Et à la limite, justement, si vous avez un truc pour les pieds, voilà, c'est parti. Hein. Non, mais c'est aussi un film où on retrouve un moyen-métrage où on retrouve peut-être des marqueurs un peu caricaturaux de son style, mais qui participent au photoréalisme de ces scènes. C'est tout simplement la réfraction de la lumière sur l'eau, les reflets, le lens flare, les jeux de focale avec les feuilles au premier plan, enfin des tas d'éléments de grammaire du cinéma live qui va intégrer à l'animation, ce qui fait dire à certains qu'à partir de là il devient un peu une caricature de lui-même. Kevin ? Mais c'est ce qui donne du coup à l'ensemble un côté cinématographique. Parce que mais je pense qu'on en discutera après pour Your Name, c'est ce qui se passe, c'est l'inverse. J'ai l'impression. Et puis c'est le propre d'un auteur d'être identifiable en 2 plans avec une image, de pouvoir se dire c'est lui. Voilà. Il marque son territoire. Pour le meilleur et pour le pire, quoi. Si vous avez, pour le meilleur et pour le pire, on y arrive avec Your Name. Peut-être le meilleur, ça dépend. Voilà, il y a beaucoup de quand même sur le débat. Quand même. Tout de même. Si on écoute le public, en tout cas, le meilleur. Je l'ai revu cette semaine. Donc Your Name, on y arrive. On va peut-être pas l'aborder en thématiquement. On va se le réserver pour la 3e partie de l'émission. Mais en quelques mots, Your Name, c'est quand même un succès intersidéral, et c'est là que Shinkai va percer en fait. Ouais, alors c'est coucou, je reviens. Bonjour. Désolé. Hop, je reviens pour vous parler de petites anecdotes, professeur anecdote. Pas du tout. Non, c'est Your Name, c'est intéressant parce que c'est un succès vraiment surprise. Les premières bandes annonces pointées, on s'est dit ok, pourquoi pas, on savait pas trop sur quoi il allait aller, mais ce qui est intéressant chez Shinkai, on ne l'a pas noté encore beaucoup, c'est que malgré le fait qu'il ait des thématiques similaires, ces films sont quand même souvent assez différents les uns des autres. On peut pas lui reprocher, non, quand même. Il se met quand même souvent en danger. Il prend souvent des prises de risque pour aller vers des nouvelles choses qu'il tentait pas avant. Et donc, Your Name, on sait pas trop où il allait aller. Et il se trouve que c'est un succès énorme au Japon. Donc, c'est le premier truc un peu surprenant. Alors on se dit, bon, d'un coup, donc son nom perce à l'international. Il y a une espèce d'effet de bouche à oreille, justement. On se dit, mais qui c'est ce mec et qu'est-ce que c'est que ce film ? Donc le film est devenu un succès dans le monde entier. Ça a été un des films les plus vus en Chine. Il a battu quasiment au box-office japonais quasiment tous les Miyazaki. Et à l'international, sauf Chihiro, qui n'a pas réussi à détrôner. Et il est devenu le 4e film le plus rentable de l'histoire du cinéma japonais. Il est devenu le film d'animation japonais le plus rentable à l'international, jusqu'à très récemment d'ailleurs. Petite anecdote, le Voyage de Chihiro est repassé devant parce que le Voyage de Chihiro vient de sortir en Chine. Est sorti en Chine, donc ça a remis les compteurs. Chihiro win again, win the win, never the no. Quoi il te fait une farinade. Non mais très bien, c'est bon. Et donc c'est un succès surprise que plein de gens se sont demandé pourquoi. Le film a marché à l'international, je pense entre autres parce que c'est très beau, c'est très coloré. Il y a un bail Miyazaki, j'aime pas ce truc-là, mais on va dire ça vite fait. Bon, j'aime pas du tout ça. Je suis pas d'accord, mais on va dire qu'il y a un bail. Je suis pas d'accord non plus. Non, mais il y a un bail, il y a un vieux bail. Genre il y a des arbres, il y a du vert, il y a de la nature, il y a une gamine. Voilà, pour les gens ça suffit, je pense, pour beaucoup écologique. De gens. Et en revanche, ça c'est en Occident. Je pense que le film a marché en Occident pour ces raisons-là. En Orient, c'est différent. Beaucoup de jeunes, il y a une grande partie de la jeunesse qui s'est dit que ce film représentait plus ou moins leur vie. En tout cas, la manière dont le film était teinté dans le réalisme, dans ce que vivent les héros. Alors, pas forcément le fantastique dont on va rentrer un petit peu après dedans, mais la vie des personnages ressemble à la leur, et en fait ils se sont sentis dedans parce que c'est un truc propre au cinéma de Shinkai et que ses contemporains ne font jamais. En revanche, c'est une espèce de fresque sociale un peu. En termes de série, ce qui pourrait s'en rapprocher actuellement, c'est peut-être, justement, j'en parlais la dernière fois, Osomatsu-san. C'est-à-dire que c'est vraiment l'histoire de jeunes gens qui essayent de s'en sortir dans une société qui leur dit, faut que tu sois comme ça et pas autrement. Ils se disent, ouais, mais si j'ai envie d'être autre chose. Et donc le film parle un peu de ça. Et ensuite, dans Your Name, 2 adolescents qui découvrent un jour qu'ils ont la capacité quand ils s'endorment de temps à autre de swapper dans le corps d'un autre. Ils font du body swap, et donc le héros, je m'en rappelle plus, Taki, c'est ça ? Taki, ouais. Quand Taki me taquine. Se retrouve dans le corps de Mitsuha, une jeune fille de la campagne, et la jeune Mitsuha se retrouve dans le corps de Taki, un jeune Tokyoïte. Donc ils vont petit à petit vivre la vie l'un de l'autre, en tout cas s'aider l'un l'autre à faire en sorte que le secret soit préservé et que leur relation avec les uns les autres de leur contact ne soit pas trop perturbée de ce changement, et essayer de comprendre pourquoi ils ont ce changement. Une vague relation amoureuse commence à naître, en tout cas un lien commence à se créer entre eux.
Et un jour, le lien se rompt, on ne sait pas pourquoi, et on va essayer sans trop rentrer dans les détails à ce moment-là, de savoir ce qui s'est passé en fait, pourquoi ils ont eu ce body swap et pourquoi il s'est arrêté. Alors avant de donner la parole autour du plateau, quelques chiffres. Your Name, c'est 23,56 milliards de yens en 2016, soit plus que Shin Godzilla, Zootopie et Le Monde de Dory réunis la même année. Donc c'est quand même assez gros, et 2 fois plus que Star Wars 7, ce qui est assez gros. Voilà. Il est content. Non, mais, donc, est-ce que c'est Cédric, tu as donné ton avis. Est-ce que c'est un succès surprise ? Est-ce qu'on pouvait s'y attendre ? Alors justement, j'aimerais revenir sur ça parce que le fait de dire que c'était une surprise, je suis pas tout à fait d'accord. Ça peut s'expliquer pas mal au Japon et en France. D'une part parce qu'au Japon, il y a tout un contexte médiatique et transmédiatique qui est lié à la sortie de ce film. Shinkai était sorti dans un espèce d'équivalent de Vivement Dimanche japonais, dans lequel le Zen Zen Zen, donc du coup le tube des Radwimps, avait fait grand bruit. On avait écouté les Radwimps qui donc font le score de ce film, et ça a donné une portée médiatique à ce film gigantesque. Le clip a énormément circulé sur les réseaux sociaux, d'autant plus que c'est un film qui sort vraiment au bon endroit, au bon moment, qui parle de liens, du Musubi, donc on évoque beaucoup dans le film. On parlera après la pause. Après le tremblement de terre du Tohoku. Donc ça déjà, voilà, les planètes étaient alignées. Et en français, il y a quand même le taf de Rozum qui a beaucoup aidé. Le film s'est hypé tout seul, un peu comme La La Land en même temps que lui, qui était sorti à Venise en juin 2006. C'est en même temps que Your Name, 2016, en même temps que Your Name sortait au cinéma japonais. Et on a eu quand même 6 mois de préparation, de marketing. Donc je suis content que ça ait marché parce que le bid aurait été surprenant quand même. À tel point que aujourd'hui ça a bouleversé carrément l'écosystème de la distribution Japanime en France. Il y a beaucoup plus, on cherche davantage le nouveau Shinkai, un petit peu cette nouvelle étincelle. Oui. En plus ça a coïncidé avec le retrait du studio Ghibli, donc on attendait une relève. Voilà, on attendait une relève, et puis c'est bien tombé. C'était la bonne fenêtre, c'était le bon moment. Puis c'est pas dur de dominer le box office. Enfin, c'est pas dur de dominer le box office japonais. Je te trouve dur parce qu'il y a dominé le box office et écrasé toute la concurrence. Je le répète, il est arrivé 4e meilleur film de tous les temps au Japon. Oui, mais il a battu tous les Miyazaki. Quasiment aucun film d'animation n'y arrive. Chaque année, le box-office japonais est toujours dominé par un film d'animation japonaise. Oui, mais ils ne battent pas forcément les Miyazaki. C'est ça que je veux dire. Enfin là, il les a tous battus à part Chihiro. Enfin, il y a que La Reine des Neiges, Avatar et je crois ils étaient 3 Titanic. Et puis en plus, au box-office japonais, c'est souvent des adaptations en dehors des Ghibli, souvent des adaptations de manga, il y a un Capitaine Conan qui sort chaque année, ou un One Piece et autres. Là, il n'y a aucune franchise, c'est juste c'est un récit qui a vraiment. Si c'était si facile que ça, Osoda avec Les Enfants Loups, il aurait dû tout cartonner aussi. Si on part par là, en fait, il aurait dû exploser tous les scores. C'est mine de rien un succès surprise, et dans le monde entier, en fait. Je veux pas dire que le film est forcément incroyable, mais je trouve qu'en termes de box-office, c'est quand même une surprise qui a ravagé. C'est une surprise. C'est vraiment une onde de choc mondiale, moi, je trouve, à ce niveau-là. C'est assez impressionnant, et comme tu le dis, en 6 mois, même Eurozone, d'habitude, ils prennent plus de temps. À l'époque, ils prenaient plus de temps pour sortir un film. Là, ils ont été pris de court, ils s'attendaient pas à l'attaque surprenante du film, quoi. Au Japon, c'était un phénomène intergénérationnel. C'est les ados ont commencé à le voir, puis les adultes, etc. Parce qu'on l'a eu. Kevin. Ouais, mais ce sera après la pause. Je pense que ce sera une théorie sur un problème sociétal, mais on en parlera après. On en parlera peut-être après, effectivement, parce que l'heure tourne, mine de rien. On va s'écouter, non pas Zen Zen, puisqu'on l'a déjà écouté, mais on va rester avec Radwimps. Oui. Tu trépignes, Cédric, vas-y, tu peux l'annoncer, la pause, vas-y. C'est Radwimps Fit Toko Miura et c'est Celebration. Sur les enfants du temps, dont on va parler juste après la pause. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de BD Pixel, toujours avec Benjamin qui dodeline, avec Kevin qui opine, avec Cédric qui baboufrikine, et Justin qui Justin. Tout va bien. Tout va bien. Bon, les Radwimps. Tout va bien. Les Radwimps, ça. Daijobu. Ah, de blague diégétique, lol. D'accord. Non mais donc là c'est vraiment. Alors c'est parce que c'est un titre du morceau du dernier film. Voilà. Oui, évidemment. Pour les non-initiés, il a appris un peu le japonais récemment, donc ça y est, un nouveau chakra s'est éveillé en lui. Tu me rappelles. Un 3e œil qui a développé. Et je m'aperçois que j'ai encore oublié de te passer mes Mina no Nihongo. On va y arriver. Oui, s'il te plaît, Karel. Voilà, on va y arriver. Attention, hein. On va y arriver. Mina no Nihongo, c'est 13€. Bienvenue sur Téléshopping avec Karel et son équipe. Voilà.
J'en peux plus. Il y a plus. Une critique, c'est ça? J'en peux plus. Bon, on va passer à la critique des enfants du temps. On a évoqué Your Name, mais on va rattraper l'actualité et développer un peu plus ce qu'on avait à dire sur Your Name, parce qu'il me semble que ces deux films se répondent sur pas mal de points. Oui. C'est parti pour la critique. Mais c'est de la merde. Alors mon cher Cédric, les enfants du temps. On rappelle quand même que c'est une critique qui à l'origine était écrite par Chloé et qui n'est pas là avec nous aujourd'hui. Donc Cédric, bien aimablement, tu prends sa place et puis on espère qu'elle est avec nous sur le chat pour réagir à ce qu'on va raconter en son absence. J'espère bien. Donc je vais le lire, je vais pas essayer de prendre sa voix parce que ça serait horrible pour vous, pour moi, pour elle. Donc je vais y aller avec mon timbre naturel. Dernier bébé aimable de Makoto Shinkai en date, produit par Comics Wave Film, également connu sous son anglais Withering With You ou Tenkinoko pour les puristes. Les Enfants du Temps vient de faire son apparition dans les salles de cinéma françaises et c'est une bien belle surprise. L'histoire, c'est en gros l'histoire d'un jeune lycéen, Odaka, qui fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle urbaine et trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. Un phénomène météorologique extrême touche alors le Japon, exposé à de constantes pluies. Odaka est dépêché pour enquêter sur l'existence des prêtresses du temps. Peu convaincu par cette légende, il changera d'avis lorsque son chemin croise celle de la jeune Inna. Makoto Shinkai nous offre un nouveau film d'animation à la facture technique grandiose et au visuel fabuleux. On y découvre ou redécouvre une capitale japonaise dévorée par le consumérisme et la publicité, dont les couleurs sont exacerbées par les reflets de la pluie et la lumière du soleil. La musique, de nouveau confiée aux Radwimps, tout aussi puissante que délicate, finit de colorer le paysage. Si la qualité et la minutie des productions de Shinkai ne sont plus à refaire, le réalisateur s'attaque aujourd'hui à une thématique d'actualité qui n'est pas des moindres, le changement climatique et les phénomènes météorologiques qui en découlent. Traitée à travers les yeux et l'innocence de deux adolescents, tout en liant aux mythes et aux légendes de la culture nippone, elle se révèle fataliste sans pour autant que l'on perde toute trace d'espoir. Les Enfants du Temps nous ouvrent des portes sur la manière qu'il existe de voir le monde sans critique aucune. Alors l'un des parallèles les plus récurrents est la ressemblance entre Your Name et Les Enfants du Temps. En même temps, c'est le film de l'après Your Name, donc c'est tout un enjeu. Ce parallèle est-il pertinent ? Alors, il est vrai qu'il est difficile de ne pas comparer Les Enfants du Temps à Your Name. La poésie du récit, la relation entre les personnages, l'univers qui a des similarités, en tout cas dans le traitement, les thématiques évoquées, quelques clins d'œil. Donc oui, il y a effectivement beaucoup de parallèles qui permettent de lier les deux films. Clin d'œil un peu appuyé parfois. Il est toutefois important de souligner que si Les Enfants du Temps s'inscrit dans la lignée de Your Name, les enjeux sont totalement différents. On nous raconte une autre histoire avec de nouveaux protagonistes au caractère propre et aux objectifs bien différents. Le nouveau film de Shinkai n'est pas tant une suite de sa précédente œuvre qu'une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle réponse à l'univers des possibles, une nouvelle façon d'appréhender le monde et d'y définir la place de l'individu. D'une beauté et d'une délicatesse rare, Les Enfants du Temps nous fait réfléchir sur le monde et la société actuelle, alliant la poésie et la réalité de notre temps. Si vous en avez l'occasion, je vous encourage à braver la pluie et de l'hiver et à vous laisser séduire par le nouveau conte de Makoto Shinkai. Il paraîtrait même que ça pourrait faire apparaître le soleil. Le soleil qu'on n'en peut plus, on désespère, on le veut, le soleil. Voilà. Bravo Chloé en tout cas. Merci beaucoup, merci beaucoup à Chloé et merci beaucoup à toi Cédric aussi. Je n'étais qu'un étendard. Comme Violette, tu as été le prisme de Chloé en plateau, c'est parfait. Exactement. Avez-vous du courrier? Exactement, grave. Violette Bot. Ok Bender. Benjamin, Kevin, Justin, Les Enfants du Temps. Oui. Eh bien, c'est un film qui est terriblement en concurrence permanente avec l'héritage de son auteur. Donc, effectivement, les comparaisons avec Your Name sont nombreuses, légions. Mais c'est un film que je trouve... Alors, déjà, soyons positifs, c'est promis. C'est toujours aussi beau, c'est fluide, c'est fun, c'est coulant. Il y a du cool Japan plein tube. C'est le film le plus urbano-pop de Shinkai, Tokyo sous la pluie, être pauvre à Tokyo, être clochard à Tokyo. Koreda l'a déjà fait, mais bon, voilà. Tout ça, c'est chouette, ça se voit, c'est super. T'es au cinéma, voilà, c'est au-dessus de plein de choses. Cependant, c'est un film que je trouve profondément immature, vraiment qui a régressé par rapport à ce que Shinkai a fait derrière. Shinkai qui dira toujours, oui, c'est du divertissement, c'est de l'amourette, etc. Oui, bah là pour le coup, ça passe de moins en moins bien parce que la formule, j'en peux plus personnellement, j'en avais marre un petit peu au film précédent. Là ça se voit trop, c'est les mêmes défauts soulignés, c'est du mélo avec un enrobage un peu crypto-shinto, mais qui n'est jamais vraiment justifié. Et après c'est spoilé, donc c'est dur. Mais ouais, c'est moins mature et
c'est à partir de là qu'on dérive la formule. Et moi, je préfère l'original, les petits amis. Justin ? Oui, donc moi aussi je suis assez mitigé sur les enfants du temps. Alors pour revenir à Your Name, il faut dire que Your Name c'était une sorte de synthèse parfaite de tout ce qu'il a pu faire auparavant. Donc la romance adolescente, la distance entre les individus qui se manifestent par un rebondissement, donc qui en a traumatisé pas mal pendant le visionnage. Il y a l'aspect photoréaliste, enfin il y avait tout réuni, et en plus avec le contexte post-Fukushima. Et en fait il y avait l'aspect ouverture dont j'avais parlé tout à l'heure. Donc il y a cet aspect-là qu'on trouvait, parce que même par rapport au parcours des personnages qui s'ouvraient en essayant de sauver le monde en quelques entre guillemets, et qui s'ouvraient qui se repliaient pas sur leur romance, qui s'ouvraient au monde en même temps qu'ils s'aimaient, et donc avec lors de la conclusion une réminiscence de 5 cm par seconde où les personnages se croisent dans la rue, et où cette fois-ci, je sais pas si tout le monde a vu Your Name, oui, plus ou moins, où ils se reconnaissent, voilà, alors que dans 5 cm par seconde, ça se concluait où les deux personnages se recroisaient et ne se reconnaissaient pas. Alors, donc, moi, je te coupe, c'est intéressant que tu dis ça, parce que je trouve pas que la fin du Your Name sous-entende qu'ils se reconnaissent. Ça vraiment, ça s'arrête au moment où ils juste se disent comment tu t'appelles. Donc, oui, mais en tout cas, voilà, il y a des retrouvailles. Oui, il y a une retrouvaille, mais il n'y a pas forcément la reconnaissance. Reconnaissance métaphorique, on va dire. Dans ce sens. En tout cas, voilà, il y a contact. Alors que la fin de 5 cm par seconde, c'est terminé. Mais qu'as-tu pensé des enfants du temps, finalement ? Alors, le problème des enfants du temps, c'est que là, comme tu le disais, il y a la formule. Moi, je ne trouvais pas avant. Je trouvais que malgré qu'il y avait des thèmes récurrents dans tous ces films précédents, ils réussissaient à... Même structure, même temporellement. Oui, mais c'est ça. Mais même le rebondissement, on le voit venir à 10 km, le rebondissement qui va faire tout basculer à mi-parcours, on le sent venir. Bon, l'émotion fonctionne parce qu'on s'est attaché au personnage, mais narrativement, voilà, il y a la construction qui passe pas tout. Il y a l'aspect clipesque qui passait dans Your Name, qui était l'ouverture, notamment la scène d'ouverture avec une sorte de scène de clip publicitaire qui passait dans Your Name, qui passait bien, et là c'est vraiment trop appuyé, on sent la redite. Donc il y a qu'une chose qui fait mais dont on parlera tout à l'heure, qui donne son intérêt au film, c'est sa conclusion, mais on en reparlera. Mais pour tout le reste, c'est une redite en moins intéressant. Kevin. Moi, je vais peut-être me faire des ennemis sur cette table, mais j'ai préféré ce film à Your Name. Tant mieux pour toi. Là, c'est à couteau tiré, attention. Voilà, dans le sens où je trouve que c'est une évolution, pas une évolution, vu que c'est plus ou moins une redite du dernier épisode, enfin du dernier film. Mais non, je l'ai trouvé très intéressant parce que, en fait, quand on disait de Koreeda tout à l'heure, et je trouve que c'est un parallèle très intéressant parce que je trouve que Shinkai est un observateur avec une acuité particulière, et comme chez Koreeda, en fait ces histoires ne sont intéressantes qu'à partir du moment où il fout ses personnages dans la galère. Et vu que ce film c'est la galère totale, le film est super intéressant. On est même moins intéressé par le côté fantastique, amourette. Que même pas forcément l'amourette, mais par le fait qu'on suive ces personnages en plein Tokyo qui sont obligés de faire des trucs, d'aller par-ci par-là. Donc, d'ubériser des pouvoirs de météo. Exactement, et encore une fois on est dans le malaise social qui caractérise aussi un petit peu Your Name, sauf que là peut-être que c'est plus resserré, peut-être qu'il sait enfin plus cadrer ses personnages dans cette espèce d'univers. Il y a une unité de lieu déjà. Oui, voilà. Et ça rend le tout d'autant plus passionnant. Alors effectivement, c'est pour moi pas le truc qui me fera aimer le mec, mais il y avait une tenue quand même plus respectable. Et aussi ce truc de ne pas se plier au standard, justement au canon nouveau de l'animation japonaise, parce que tout à l'heure on disait le mec il doit aimer les AMV effectivement, mais je vais au cinéma, c'est pas pour voir un générique qui dès d'emblée les 30 premières secondes me condense à peu près ce que veut dire le film en 30 secondes. Ça c'est les producteurs. C'est un nono. Et heureusement il n'y a pas ça dans Weathering With You, ce qui est en soi la preuve que le mec comprend que on fait des films. Un petit peu, c'est peut-être. Une grammaire télévisuelle. Oui, voilà, exactement. Disons après, on l'a pas forcément mentionné avant, mais Shinkai, il lui est arrivé de réaliser des publicités et ça a infusé un petit peu du bon chocolat lotté. Mais même quand il y a des montages de vie, ça se sent extrêmement ce découpage très clac. Il faut qu'on fasse un truc en 30 secondes et après il faut qu'on mette le pack shot et paf quoi. Et c'est efficace, mais pas tout le temps. Le meilleur Big Mac du monde, Cédric.
Moi, c'est excellent. Moi, je trouve vraiment que le film est excellent. Je suis pas d'accord avec la plupart des arguments que je trouve assez biaisés et fourbes, surtout de la part d'un certain bébé. Mais je reste président de ton fan club qui vient de fêter sa première année. C'est vrai. Oh, ça me fait très plaisir. Tu sais que sur MangaCast, j'ai aussi un mini fan club composé d'un autre membre. Vous pouvez peut-être vous associer et faire le fan club Cinematic Universe de moi. Ça me fera très plaisir. Non, plus sérieusement, je trouve que Les Enfants du Temps, c'est une parfaite réponse à Your Name. Après le succès de Your Name, il avait expliqué dans une interview qu'il était très embêté que le film marche, dans le sens que ça lui avait mis une renommée, une publicité en avant, et que tout le monde allait attendre son prochain film, et il n'avait pas envie de ça, il n'avait pas envie de cette pression, ce poids social, et il a expliqué que Les Enfants du Temps avait, à partir de là, je pense qu'on peut commencer déjà à rentrer dans une zone spoiler, peut-être. Enfin, on peut légère, mais en gros parce qu'après il va plus avoir le temps, mais bon, bref, en gros, c'est l'analyse de fond, vraiment, c'est après la critique. En gros, le film, je trouve, répond par plein de points à Your Name. Il a expliqué d'ailleurs que le prochain film partirait complètement sur autre chose, mais qu'il avait besoin que ce film-là soit un prisme de Your Name. Et du coup, les défauts que tu donnes, comme c'est la même histoire, et déjà pas vraiment, moi je l'ai revu une deuxième fois, pas exactement, il y a les mêmes tropes de scénario, mais je trouve que justement il répond habilement à ce qu'il y avait dans Your Name pour pas refaire exactement la même chose, et du coup c'est plutôt chemin A, chemin B. Dans une histoire, c'est parler de side en fait. Et je trouve ça assez malin, parce que quand tout le monde t'attend au tournant, tu sais que tout le monde va être déçu. C'est clair et net que tout le monde va être déçu de celui-là, dans le sens que c'est le sous Your Name pour plein de gens. Mais je pense que si c'est la première fois que tu vois un Shinkai, oui. Enfin, tu vois, plein de gens par exemple, quand on me disait mais c'est pas aussi bon que Your Name, je pense que tu mettrais celui-là et après Your Name, les gens te diraient l'inverse. Je pense que les deux films se répondent assez bien sur ces trucs-là en fait. Si on s'en tient aux Enfants du Temps, un dernier mot rapide, s'il vous plaît, et après on reprend le cours du débat. Je veux dire, j'étais d'accord sur un point, c'est que si on découvre celui-ci en premier sans avoir vu Your Name, je pense qu'il y a beaucoup plus moyen d'apprécier qu'en ayant vu le film précédent, parce que là toutes nos critiques c'est du fait de la on est connaisseurs, oui. de la redite, mais en fait si voilà, les gens qui n'ont jamais vu un Shinkai qui voient celui-ci, je pense qu'il y a quand même largement possibilité d'apprécier. Et puis j'étais d'accord aussi sur l'aspect, la première partie du film, l'aspect un peu documentaire, un peu Koreeda, c'est le meilleur moment, la meilleure partie du film. Voilà, vous lisez, on a un peu les personnages un peu prolo qui galèrent un petit peu dans la première partie, même des aspects un peu glauques avec un peu d'exploitation sexuelle. De la prostitution juvénile. Et un flingue qui sort de nulle part. Donc cet aspect-là, en tout cas, est intéressant. C'est plus après où ça a tendance à trop recoller les clous avec Your Name dans la deuxième partie. C'est plus là qui me dérange. Et on va aborder justement la façon qu'ont les deux films de se répondre, si la théorie du diptyque de Cédric s'applique. Et on en parle du coup tout de suite. Merci pour ce segment critique. On reprend le cours du débat. Du coup, Your Name, Les Enfants du Temps, d'après toi, c'est un diptyque. C'est deux films qui sont appelés à se répondre, comme tu l'as dit déjà pendant la critique. Clairement. Chemin A, chemin B. Est-ce que c'est aussi évident que ça autour du plateau? Je sais, Kevin, tu l'as vu aujourd'hui. Ça me paraît évident dans le sens où effectivement on retrouve un petit peu de ces affinités, ces marottes thématiques, mais effectivement on en a parlé effectivement en sortant du cinéma, du fait que les deux films se répondent, parce qu'il y en a un qui a une vision peut-être un peu plus positive, on va dire, en général sans spoiler, de l'humanité de sa condition, et un qui est un petit peu plus négatif. Fataliste. Oui, voilà, fataliste. Dans les deux on a un espèce de constat doux amer, mais c'est très difficile d'aborder ça sans entrer dans le terme du spoil, parce que en fait, on peut, là, ça y est, c'est bon, on peut, on est en fin d'émission, on peut, là, c'est voilà, parti. en fait, puisque le final du coup de Weathering with You, et on est un où, je le dis carrément, c'est Floatland, ça devient Waterworld. C'est Aria. Et, oui, voilà. Parce que, en gros, je fais quand même un truc un peu plus précis, parce que faut dire juste Floatland ou Waterworld, c'est juste que elle peut faire apparaître le soleil. En fait, il y a une pluie diluvienne depuis quelques temps, elle a été choisie par les dieux, on sait pas trop pourquoi. Elle, plus qu'une autre, c'est un peu montré dans le film, mais il y a plein de. Parce qu'elle a franchi un tori. Voilà, mais en gros, elle a été choisie par les dieux pour être ce qu'on appelle les filles soleil, qui sont les prêtresses du temps, qui doivent, entre autres, en priant, faire apparaître le beau temps. Mais il y a une contrepartie à ça, c'est qu'elle doit être sacrifiée aux dieux, elle devient une offrande pour que le climat se calme. Et le héros de l'histoire, là où dans Your Name, il y avait un peu cette fatalité de dire
on doit accepter que notre relation meurt pour le bien-être de l'humanité. Là, le héros des Enfants du Temps dit je veux ruiner la météo. Il a dit, voilà, en gros c'est ça. Mais après, j'entrerai plus dans les détails de ma vision du truc, mais oui, en gros, c'est ça. Il dit fuck les autres, c'est elle qui passe, il la sauve, mais en contrepartie, il condamne l'humanité à avoir une pluie à vie. En tout cas, à la fin du récit, il pleut encore. Et d'ailleurs, excuse-moi, avant même de réagir, j'aimerais répondre à Christian The Quiff qui demande: comprenez-vous pourquoi le film évacue complètement le passé du héros? On ne sait pas pourquoi il a fugué. Si, il ne parle jamais de ses parents en bons termes et il a des pansements sur la gueule au début du film. Je pense que c'est un bon indice. Oui, je trouve que le film est assez malin d'ailleurs pour pas rentrer trop dans un pathos par rapport à ça aussi d'ailleurs. Je veux dire que c'est un fugueur comme il y en a plein d'ailleurs à Tokyo. Il faut savoir que le film fait énormément, encore une fois, référence à la les enfants qui disparaissent. Non, mais à la culture asiatique en général à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on parlait de la prostitution enfantine, alors il y en a dans le monde entier, mais la manière dont elle est traitée, c'est vraiment propre à la vie tokyoïte et à la vie japonaise en fait, ce genre de choses qu'on voit. Le film est assez le film est assez quand même. Pour en revenir à la question du sacrifice qui justement divise autour du plateau, juste voilà, quelle place est-ce qu'on donne au sacrifice, faut-il se sacrifier pour le bien collectif, peut-on penser à la planète et vivre pour soi en quelque sorte? Oui, en plus c'est quelque chose de vraiment typiquement japonais, parce qu'avec tous les catastrophes qu'ils ont pu rencontrer, donc récemment Fukushima ou Hiroshima, les tremblements de terre de Kobe, il y a une sorte de résilience, d'effacement de l'individu au service du collectif. Donc pour le meilleur, quand ils sont capables de se relever de certains drames, pour le pire dans certains aspects de la société japonaise où on efface un peu l'individu. Et donc il y a cette dimension-là, et Shinkai, lui, va à contre-courant de ça avec cette conclusion où le héros, quitte à condamner le pays, la ville à une pluie éternelle, préfère retrouver son amour finalement. Donc il y a quelque chose de vraiment personnel et où il va à contre-courant de la société japonaise. Et puis même si on vise plus loin de la société occidentale, parce que c'est des héros adolescents qui préfèrent vivre leur adolescence en quelque sorte, plutôt que de perdre ce qu'ils ont au profit de dérèglements dont ils ne sont pas responsables. Donc on peut même faire une résonance avec Greta Thunberg, exactement, où là on a une ado qui elle va pas vivre son existence d'adolescente, elle va vivre pour sa cause en quelque sorte, donc on en pense ce qu'on veut, mais voilà, qui va sacrifier sa jeunesse en quelque sorte pour cela, alors que là le film, en tout cas le choix des personnages va complètement à contre-courant de cela. Plus Laurent Alexandre, quoi. Benjamin, tu voulais dire quelque chose? Non, mais j'aimerais avoir cette lecture, j'aimerais faire sortir sur Superfac de lettres comme un petit alien comme ça et donner du sens au film, ça lui donnerait du gras. Mais le truc qui me désespère, c'est que dans les interviews que je lis, en tout cas souvent les anglophones, parce que c'est vrai que tu m'as dit l'inverse, Shinkai, c'est désespérant, il ne veut pas donner de sens à son film. À chaque fois qu'on lui dit est-ce que bidule c'est politique, est-ce que ça veut dire ça, à chaque fois il dit oh non, moi je voulais faire une romance, ou moi je veux faire de divertissement. Bon, c'est pas des films Ubisoft non plus. Ce que je comprends, mais le truc c'est que du coup on se retrouve avec un message que je trouve borderline. Vraiment un petit con égoïste qui pour pécho va ruiner l'écosystème de Tokyo, quoi. Et pour te répondre, on a Makin sur le chat qui dit que la grand-mère dit bien que Tokyo submergé, c'est un retour à la normale. Oui, parce qu'il y a le Big One qui attend Tokyo dans 20 ans, 30 ans, ça arrivera. Ça en parle un petit peu, mais t'as un prêtre qui dit oui, mais de toute façon, la météo, ça a toujours été comme ça, ce n'est pas l'humain, etc. Bon, c'est un personnage qui parle, ce n'est pas Shinkai, c'est un personnage de prêtre, etc. Mais quand on enlève ce gras-là, il reste que un truc un peu terre à terre, et je sais même pas si c'est pertinent, quoi, et ça me désespère. Cédric. Alors, je vais pas forcément rentrer dans le débat de ce que Shinkai est pertinent ou pas. Moi, je pense que c'est les films qui parlent plus qu'autre chose. Je vais donner un truc. Alors, c'est quelque chose qu'il a révélé lorsqu'on était à l'avant-première au Grand Rex. Quelqu'un lui a posé une question très fanserve. Alors voilà, on est en full spoil, hein, on l'a déjà dit, je redis aux auditeurs au cas où. Vous avez encore 5 secondes si vous n'avez pas vu le film pour partir, parce que là je vais vous donner un des gros spoil fanserve du truc. Il y a Nick Fury dans le film. Presque, il y a les héros de Your Name dans le film. Voilà, les héros de Your Name réapparaissent un peu plus tard. Coucou. C'est des caméos, quoi. Alors, c'est des caméos, mais dans la salle, quelqu'un a demandé à Shinkai, on les voit pas ensemble, est-ce qu'ils se sont retrouvés? Et on voyait que Shinkai était embêté parce que ça sous-entendait donner une réponse à Your Name, où Your Name finissait sur un suspens. Mais c'est avant la conclusion de Your Name, ça. Oui, mais après il y a le film, c'est 3 ans plus tard. Et en gros, il demande est-ce que comme finalement ils se sont retrouvés? Et Shinkai a juste dit j'aime pas trop parler de ce genre de choses, je préfère que les gens se fassent leur avis, mais là je vais vous donner ce truc là parce qu'on m'a dit globalement que les gens ne le voyaient pas, mais la grand-mère de Taki elle a un bracelet.
Donc à ce moment-là, vous envoyez ce que vous voulez. Et je pense que ça résume assez bien Shinkai dans le sens que c'est un mec qui aime pas expliquer, mais si tu fais attention, si tu regardes les détails de ses films, dans la mise en scène, dans les décors, dans les personnages, t'as beaucoup plus de réponses que ce qu'on peut y voir en fait. Et par rapport à ce qu'on disait sur le sacrifice, ce qui est intéressant dans les deux films et qu'on met jamais en avant, je vois très peu de critiques en parler, c'est que les deux catastrophes qu'il y a dans les deux films, donc la météorite d'un côté et le climat, pauvre Mitsuha quoi, dans les deux cas ce sont des catastrophes naturelles, et je tiens vraiment à le préciser. Dans Les Enfants du Temps, ce n'est pas elle qui fait apparaître la pluie, il y a déjà ce problème climatique en fait. Elle a été choisie pour justement être le fusible qui va permettre en gros les dieux sont en colère dans le film et il y a besoin d'un sacrifice humain. C'est ce que dit le prêtre dont tu parles à un moment. Il dit il y a toujours eu ces nanas qui ont été là pour quand les hommes fuckaient trop avec la nature, les dieux en colère prenaient un humain à sacrifier et une femme. Et ce qu'est-ce que dit le film, c'est là où Your Name il y avait ce truc de c'est là que ça devient écolo. C'est là où dans Your Name il y avait ce truc de dire notre lien magique ne servait qu'à arrêter une catastrophe comme ça l'avait été avant. Le Musubi justement. Voilà, le fameux Musubi dont je pense qu'on va parler dans 2 minutes. Là où il y avait ça dans Your Name, et donc il y avait ce concept de dire notre relation n'était qu'un incident sur le parcours de la vie. Là le héros des Enfants du Temps à un moment il dit c'est pas juste que une personne doive mourir pour les conneries que l'humanité a fait, en fait, à l'humanité d'affronter ses erreurs. Et donc en fait, plus que sacrifier, plus que dire fuck les gens, c'est plus on va souffrir, mais on va souffrir tous ensemble. Il est hors de question qu'elle soit la seule à pâtir d'une erreur commune. Et qu'est-ce qu'on voit à la fin ? C'est la pluie, c'est un peu la merde, mais Tokyo s'en sort, mine de rien. Les gens continuent à avancer. Et comme il dit, j'ai sacrifié le monde pour ce chemin de vie. Je dois l'assumer. Et je trouve que le film est quand même assez fort de donner une réponse aussi opposée et aussi universelle que Your Name pouvait déjà le donner en fait. J'entends bien. Tout ça est très vrai. Je veux y croire, mais j'ai l'impression que dans Comics Wave, personne n'a voulu faire le même film. Et avec du recul, ça sera peut-être un petit peu plus clair. Mais tu vois, le fait qu'on parle de Your Name, c'est assez signifiant. Effectivement, les deux sont. Je pense pas qu'ils sont liés, je pense que c'est l'un qui écrase l'autre. Quoi. Lui, il a dit qu'ils étaient liés. Il a surtout parce que Your Name est devenu le palier maintenant auquel on est obligé de se référencer. Donc forcément, tous les films que Shinkai va faire jusqu'à sa mort vont être forcément... Ça changera avec le prochain. Comparé à ça, mais le problème étant effectivement... tu disais, il y a un problème de mise en scène, basiquement. Il y a un problème entre ce qu'il veut raconter et entre ce qu'il veut montrer. Autant des fois, il le fait très correctement, autant des fois, on comprend pas pourquoi ce choix-là narratif, pourquoi faire du mielleux à ce moment-là quand tout était plutôt noir. Enfin voilà, c'est encore une fois, il y a une espèce de schizophrénie dans son cinéma qui, comme pour Your Name, je pense, est plus le travail des prods derrière qui lui ont dit hey, faut vendre le single, faut vendre le machin, faut vendre le truc, plutôt qu'une compromission personnelle. Donc tu rentres plus dans une compilation de scènes que dans quelque chose de pensé de façon organique, de plus contenu, comme ce qu'on pouvait avoir dans Garden of Words par exemple. Je pense, oui. D'accord. Si j'assume, juste on a encore 2 axes et je pense que je vais devoir en squeezer un des deux. Faut peut-être lire le livre parce que les réponses sont souvent dedans. Oui, effectivement, les livres sont souvent plus étoffés et plus explicites forcément vu que t'as pas l'image, donc t'es obligé de verbaliser certains enjeux. Du coup, Shinkai est-il définitivement devenu une caricature de lui-même? Est-ce qu'il peut se renouveler? Oui, ça ira mieux avec le prochain. Moi je pense que oui, parce que là c'est la première fois qu'il y a une vraie redite réellement dans sa filmographie, après un succès hors norme. Donc bon, il fallait se relever de ça. Et puis le film, malgré tout ce qu'on a pu dire, le film est pas... même ceux qui n'ont pas aimé, le film est loin d'être raté ou honteux. C'est juste la comparaison avec ce qui précède pour ceux qui n'ont pas apprécié. Mais c'est quand même un bon film et je pense qu'il rebondira avec autre chose. Kevin? Moi, très franchement, la raison pour laquelle le film m'a plu, c'est parce qu'il commençait à montrer une certaine appétence pour la noirceur dans ce qu'il aborde. Donc en fait, comme chez Koreeda, j'ai envie de dire que s'il pousse vraiment un petit peu cette envie de vouloir aller un peu plus loin, peut-être sortir des univers oniriques, fantastiques, ou en tout cas ne pas encombrer ses récits avec, parce qu'encore une fois, je répète, c'est un super observateur de situations, de gens. C'est ça, sa vraie acuité en tant que metteur en scène. S'il s'écarte de tout ça et qu'il assume une certaine radicalité, s'il va à fond de son délire, peut-être plus noir, peut-être comme dans Agartha que j'ai pas vu parce qu'apparemment j'ai compris que c'était plus noir, peut-être que là effectivement il pourrait devenir encore plus intéressant, mais c'est un jeune auteur donc il a encore nombre de trucs à montrer. Je veux dire, s'il se dit référent de Miyazaki comme tous les animateurs et tous les réalisateurs japonais, je pense qu'il y a un moment il va faire son c'était quoi le nom du dernier Miyazaki? Le vent se lève. Voilà, il y a un moment il va faire Le vent se lève, seulement il le fera sûrement à 50 ans et pas à 80. À 50 ans c'est dans 5 ans. Voilà, donc on a le temps de revenir.
Pareil, je me retourne si vous avez quelque chose à ajouter sur cette question. Où est-ce que Shinkai peut aller dans son cinéma pour la suite ? Il va enfin être libéré de Your Name et libéré de Miyazaki parce qu'il va rendre Comment vivez-vous, il va mourir, donc il va bien falloir passer à autre chose. D'ailleurs, ça avance pas vite. Cartoon Brew a parlé d'une minute d'animation par mois. Bon, c'est pour le Miyazaki. Pour le Miyazaki, pour Comment vivez-vous, pas Shinkai. Mais du travail d'orfèvre, quoi. Shinkai, il est jamais là où on l'attend vraiment. C'est aussi une de ses forces, en fait. Comme Julien Doré. Comme Julien Doré. Ah bon, d'accord. C'est-à-dire que par exemple Osoda, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup aussi dans les nouveaux grands réalisateurs japonais, il a quand même on sait toujours le terrain sur lequel il va, la famille, la relation. On va bientôt savoir si la prédiction qui a été faite ici sur Osoda va se réaliser. On devrait le savoir cette année. T'avais dit quoi ? On avait parlé de vieux, de ses parents et de petits vieux. Ah oui, c'est vrai, on devrait le savoir cette année, ça. Et donc Osoda, il est c'est assez facile de voir en général vers quoi il va. Shinkai, à part cette thématique qui a tenu toutes ces années sur le lien entre deux individus, le fameux Musubi qui il verbait enfin ce concept de lien dans Your Name. Oui, ce télescopage entre les enjeux intimes et les enjeux cosmiques, avec cette idée de principe vital, un peu l'équivalent de la force, ce qu'on a la force dans Star Wars par exemple, un peu ce côté. Il y a un peu de ça, il y avait surtout c'est surtout le concept de est-ce qu'une relation personnelle, donc de par nature égoïste, peut marcher dans un monde qui a besoin encore plus qu'avant d'altruisme et de communautarisme en fait. Moi, je pense qu'avec les deux films qu'il a amenés, il a donné une réponse assez intéressante. Il peut complètement partir sur autre chose. J'espère pour lui qu'il peut aller sur autre chose, qu'il le libère vraiment. Je prie justement tous les dieux Shinto que vous voulez que la formule meuf B et mec A avec une relation d'amour asynchrone, j'aimerais qu'on se débarrasse de ça, vraiment, parce que j'en ai marre depuis 2 films personnellement, et il est enchaîné un petit peu à ça. Je pense qu'il peut essayer, tu vois, et maintenant tout le monde il a une carte blanche pour tout le monde lui fait confiance, il peut essayer autre chose, et effectivement il est plutôt jeune, donc on n'a pas fini d'en entendre parler, ça devrait être chouette. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut attendre du remake américain de Your Name de Mark Webb et produit par J.J. Abrams? Rien du tout, allez on passe au prochain Game Over. Ça s'appelle Freaky Friday, c'est très bien, ça date de 2003, allez. Kevin. Très franchement, j'ai envie de dire la même chose que pour tous les films de J.J. Abrams, c'est l'entourloupe totale, c'est-à-dire que le mec te vend une espèce de bonbon qui a l'air génial, tu salives pendant la première bande-annonce et tu vois le film et tu vois que tu t'es fait envaseliner. Donc j'ai envie de dire, ça va être juste être un nivellement par le bas d'un truc qui pourtant potentiellement peut être sympathique, mais comme d'hab. Mais il y a du lens flare. Non, mais surtout il y a une filiation, il y a un truc. Souvenons-nous de Ghost in the Shell. Surtout, il y a un vrai problème, c'est que mine de rien, Shinkai, on l'a dit plusieurs fois dans le film, c'est un mec qui observe. Il observe vraiment la culture dans laquelle il vient. C'est un des cinéastes les plus japonais que j'ai vu ces derniers temps, dans le sens que et pas par des gimmicks en fait, vraiment dans la manière dont les personnages se comportent, se move, il représente une certaine jeunesse, un certain public, en tout cas une certaine frange de la population. J.J. Abrams, je sais pas qui va représenter dans le public américain parce que ça va se passer aux States. Non, c'est le réalisateur, c'est Mark Webb, mais Mark Webb c'est quelqu'un de pas du tout intéressant. Ça aurait été Bayona ou un truc comme ça. Oh d'accord, clairement. Mais non. Justin, mot de la fin. Oui. Alors ceci dit, moi non plus j'en attends pas grand chose, mais c'était pas si bête de prendre Mark Webb si on se souvient de son seul bon film 500 jours ensemble. Où il y a quelque chose qui c'est pas idiot de le choisir lui quand on se souvient de 500 jours ensemble. Oui, parce que c'est un récit tout amer, mais au-delà de ça. Non, parce que le côté romance, le côté distance, le côté qui est de connexion qui se font pas entre deux amoureux et sentiments un peu différents, il y a quelque chose qui correspond aussi à l'univers de Shinkai. Donc c'est pas si bête. Ça donnera peut-être pas un bon film, mais c'est pas bête de l'avoir choisi lui, je trouve. Mon petit pronostic pour transposer la relation de Tokyo Heat et hors de Tokyo. À Manhattan. Monde urbain, monde oui, voilà, par exemple, monde urbain, monde rural et gap temporel. Je pense qu'on va avoir un truc avec les natifs américains. Voilà. Mais c'est prévu. C'est prévu. Littéralement prévu. La meuf est une native américaine. D'accord, ok. Il l'avait dit. Ah bon, très bien. Voilà. Bravo. Tu as gagné. Tu es lettré, tu as gagné. C'est gagné. Non, mais bon, cette semaine, j'ai sur Twitter fait une blague qui apparemment est dans Platane saison 3 aussi. Donc je vais envoyer mon CV. C'est tout pour ce grand débat. Merci à vous pour ces discussions de ma foi de qualité. Je pense qu'on a été relativement exhaustif sur la question. Mais l'émission n'est pas terminée car c'est l'heure de sévir. C'est l'heure du quiz musical.
Alors le quiz Quelle musical. équipe on est ? Alors le quiz musical cette semaine, pluie au roi, blé jusqu'au toit, c'est un proverbe qui désigne tout simplement s'il pleut le jour de la galette des rois, eh bien la moisson sera bonne. Il s'avère qu'on a eu beaucoup de pluie lors de la sortie des Enfants du Temps, donc j'espère que ça augure une belle réussite pour le film en France. Donc niveau des équipes, on a donc la team Moitié Soleil à ma gauche avec Cédric et Justin, et à ma droite la team Moitié Pluie avec Amadaleno Uta. Tout à fait. Ami Damaru. Non, ça c'est autre chose. Cachez vos écrans. Cachez vos écrans avec les conducteurs évidemment parce que le chat joue avec nous de manière générale. J'irai Liwell, j'ai gagné 3 points. Très bien. Donc vous êtes insupportable vraiment aujourd'hui. Donc évidemment team Moitié Soleil, team Moitié Pluie, 5 morceaux, 1 point par bonne réponse. Si vous donnez la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face. J'ai jamais gagné. C'est parti. Il est très fort, tu vas pour gagner, le premier morceau. Your Name. Les Enfants du Temps. Les Enfants du Temps. Bravo. C'est le premier morceau. C'est le deuxième morceau. Tout à fait. C'est Voice of Wind de Radwimps et Question de rapidité. Toko Mais en Miura. tout cas, on avait trouvé du Radwimps tout de suite, tu vois. Et Toko Miura sur Les Enfants du Temps, évidemment. Un petit film sorti début 2020 chez nous. Je sais pas si vous connaissez. Et qui marche aussi bien que Your Name. Le succès est totalement proportionnel. Non, Ni plus ni moins. Ce qui est une bonne nouvelle. 1-0 pour l'équipe Pluie. C'est parti pour le deuxième morceau. Prince. Purple Rain. Purple Rain. Bon, allez, non, il l'a eu. Donc Purple Rain, effectivement, de Prince sur le film éponyme Purple Rain, donc il date de 1984, qui est une autobiographie très romancée d'une certaine période de la vie du bonhomme et très très kitsch aussi. Mais voilà. Donc, c'est à voir avec des potes, hein, c'est rigolo. Donc, très peut-être un concours à boire, du sordide, je ne sais pas, non. Dès la première note, quoi. Je suis très admiratif. Incroyable. Non, mais c'est un petit peu reconnaissable effectivement si on suit le bonhomme. Donc c'est Soleil qui marque le point de la pluie, 1 partout. C'est parti pour le troisième morceau. Golden Sun. Bravo. C'est le phare de Mercure. Ce n'est pas le phare de Mercure. Bon, c'est Golden Sun. C'est Golden Sun. C'est tu lui enlèves le point, il a pas trouvé le bon phare. C'est le temple de Sol, donc le temple du soleil tout simplement, à côté du village de Val, début de Golden Sun, jeu sorti par Camelot sur Game Boy Advance en 2002 et dont on attend un remake sur Switch, on espère. Redonnez-moi ma vie de 2002. Ah là là, et de 2004 aussi pour le deuxième, hein, Live in Texas, Linkin Park, Noël, tout ça. C'était pas le meilleur. Une certaine époque. Le nu metal, c'est pas ce que je retiens des années 2000, tu vois. Bon, on a 2 ans d'écart. C'est là que ça se joue. Donc, la team Pluie marque le point Soleil. Du coup, donc 2-1 pour la team Pluie. 4e morceau. Un petit peu plus fort, si possible. On a une lente intro au piano. Heavy Rain. Bravo à la vache. Top là. Il est bon. Norman Corbeil, Heavy Rain. Norman Corbeil, effectivement. Before the Storm sur la bande son de Heavy Rain, jeu de Quentin Green, David Cage, sorti en 2010 non, sur il en fait PS3 3 et encore. PC. Il y en a 7, encore. on a 3. Il y a 7 questions ? Non, il y en a 5. On a 5. Ah, on a gagné. 5 points, donc vous avez gagné, mais il reste quand même le dernier point pour l'honneur. Et quel dernier point, la Team Soleil, je me tourne vers vous. Ça veut dire que c'est un truc que je dois connaître. Ah là, c'est... Ah non, c'est... Ça ne s'invente pas. Le soleil. Sous le soleil, bravo. Eh oui, voilà. Donc, il m'a fait un gros clin d'œil en mode Team Soleil. D'accord, c'est la météo, c'est genre Seigneur Météo de Carlo, c'est pas que de la pluie, quoi, d'accord. Non, bah oui. Très bien. Ah, le temps, oui, simplement, il y a de la pluie, soleil, tu remarques un morceau sur 2. C'était le pattern. Effectivement, Sous le soleil, série d'Olivier Brémond et Pascal Breton sur TF1 de 1998 à 2006. 13 saisons. Le grand écart. Générique, un petit peu le plus bel de la vie des boomers, hein, quelque part. Alors toi aussi tu utilises ce terme idiot de boomer, tu es rentré dans cette mode idiote, c'est très bien. Je ne fais que citer le chat tout à l'heure. Donc ne mets pas tes mots dans la bouche des autres. Et cet opening donc, qu'on attribue souvent à tort à Pascal Obispo et qui est en fait chanté par Avi Marciano. Voilà. Qu'on salue bien bas. Parce qu'il nous écoute forcément. Salut Avi. Salut Avi. Très bien, donc c'est 2-3 pour la team Pluie. Bravo.
Phénom sur le chat qui me dit Karel en prison. Eh ben, viens qu'il vienne me chercher. Qu'il vienne me chercher. Voilà, 62 rue du Quédic, venez, je vous attends. Donc, on peut la trouver sur Google. Vous trouvez, c'est bon, Mouton du Vernet, ligne 4. Bon, les amis, c'est l'heure de recommandations. En avez-vous ? Toujours. Bah, Benjamin, tu commences. Ouais, peut-être faire un diptyque ou au moins recommander en numéro 1 la dernière série de Yuasa, évidemment, Keep Your Hands Off Aizuken, qui parle de. C'est une adaptation d'un manga, c'est 3 meufs rigolotes qui ont des corps qu'on ne voit pas dans la Japanime, c'est limite body positif, quoi. Aide plus Eddie. Ou la meuf de Kill la Kill avec une bouche ZF. J'ai vu ce montage, effectivement, il est très rigolo. Bref, ces 3 meufs rigolotes, comment dire, bon bref, je vais pas me perdre en conjoncture, qui font un club d'animation et elles s'évadent par le pouvoir de la pensée, et c'est fort beau, animé et varié et chouette, et c'est Yuasa, et j'aime Yuasa, et c'est lui le nouveau Miyazaki, parce que Yuasa il fait plein de trucs, il tente tout, il réussit tout, c'est incroyable, je l'adore, je l'aime, embrasse-moi Miyazaki. Et avant que je me perde, je vais faire une deuxième recommandation. De l'autre côté, très loin, c'est Interspecies Reviewers sur Wakanim. Oh non, on était là pendant l'enregistrement quand vous en parliez. Si vous n'avez pas 16 ans, faut pas regarder. Je dis même pas ce que c'est, mais c'est mieux produit et mieux animé que Neverland l'an dernier, quoi. Et quelle vie. Les tutos make-up du cul. C'est les reviewers du cul. Reviewers du cul, pardon. Justin. J'avais pas préparé. Une petite recommandation, pardon, Kevin, du coup. C'est con en fait. Bon Cédric. Non mais pour le coup j'avais une recommandation. Oui. Du coup je peux pas faire celle d'Aizuken parce qu'il est déjà faite, donc de toute façon faut regarder tous les trucs de Masaki Yuasa, ça c'est clair. Recommande Somalie. Oui voilà. Est-ce que ça doit être autour de l'univers que tu veux? Tu peux me recommander un saucisson si t'as envie. Ah ok. Ton restaurant préféré. Étant donné qu'il n'y a pas eu énormément de stimulation en début 2020, je dirais allez voir 1917 de Sam Mendes, c'est une énorme claque visuelle, et bon après c'est pas le top du top narrativement, mais franchement si vous êtes étudiant en cinoche, ou même si vous aimez le bon art du vrai cinéma à l'ancienne, bien foutu, intelligemment découpé, bien pensé, allez voir 1917 en salle au lieu de voir des couillonnades là, Marvel, je sais pas quoi, enfin voilà. Marvel, c'est pas vraiment, voilà. Mais oui, effectivement, on a plutôt un Marvel qui s'est déguisé en autre chose, on va dire, peut-être. Exactement. Sorti aux alentours des fêtes Hyperlink épisode 111 TMTC. Voilà. Cédric. Déjà je plus sois le 1917 de Sam Mendes, parce que c'est pas un réalisateur que je trouve incroyable, mais je trouve toujours très carré, et c'est un très bel exercice de style qu'il nous fait, parce que c'est un plan séquence d'1h50 globalement. C'est un faux, c'est comme Birdman, c'est ça? Oui, c'est un faux, quasiment tous les plans séquences sont des faux plans séquences. Victoria est un vrai plan séquence de 2 heures. C'est vrai que je vous recommande. Mais bon, globalement, c'est super sympathique à regarder, et il a quand même de très bonnes idées, même si je suis d'accord, je pense que tout n'est pas très maîtrisé dans la narration, mais ça c'est un autre débat. Non, ma vraie recommandation, c'était une petite claque de fin d'année ou début d'année, je sais plus, c'était vraiment à cheval sur le fin 2019, début 2020, et je trouve qu'il y a des thématiques similaires, entre autres sur la communauté et l'individualisme. C'est The Farewell de Lulu Wang, film sino-américain qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, qui a été nommé aux Oscars, qui j'espère va gagner, qui raconte l'histoire d'une jeune femme jouée par Aquafina, merci, qui découvre que sa grand-mère est en phase terminale d'un cancer, et dans cette zone-là de la Chine, de ce que j'ai compris, en tout cas, ils ont une tradition, c'est de ne pas dire aux mourants d'un cancer qu'ils sont en train de mourir, parce que c'est ce qui tue, c'est la peur de mourir et non pas la mort. Donc, ils vont aller en Chine voir sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis des années, et c'était tout un truc familial, c'est juste exceptionnel. Et il a vraiment la question, encore une fois, de dire est-ce que je peux vivre, parce que la famille chinoise qui est très les uns sur les autres, et en même temps on a envie de vivre pour soi-même, il y a plein de questionnements qui sont fous, c'est super bien joué, c'est juste fabuleux. Il y a un peu de pathos comme je l'aime, moi je pleurais du début à la fin, et voilà. Est-ce qu'on le recommanderait aux gens qui ont apprécié Happiness Road? J'ai pas vu Happiness Road. Salut Damien, parce que je sais qu'il bloque dessus. Ouais, tout à fait. Voilà, Damien. Donc, on se voit dans 5 mois, on y est presque. Saroko, tout le monde a balancé Aizuken. Saroko, c'est Lupin the Third, Lupin the First. Non, Lupin the Third, d'accord, puisque Rosum vient d'annoncer Lupin the First en CGI pour la France, et il est très heureux. On va la faire, l'émission sur Lupin, Damien, t'inquiète pas, j'ai reçu tes messages, il n'y a pas de problème. Justin. Oui. Ah oui, toujours. Si j'avais une recommandation, c'était donc pour les amateurs de cinéma japonais.
un peu à la marge, un peu bizarre, tordu. Il y avait eu un coffret sorti par Elephant Film sur un coffret Nikatsu sur le roman porno. Ah oui, super. Donc, sur le roman porno, c'est en fait dans les années 70, il y avait le cinéma japonais, donc face à la concurrence de la télévision, qui s'est mis à produire à la chaîne des pseudo-cinémas érotiques, mais avec des sujets plutôt à la féministe, politique, un peu assez variés, assez tordus. Et donc ils ont sorti un coffret là avec une dizaine de films assez représentatifs. Donc il y a 5 films des classiques des années 70 et il y a 5 films qui il y a un renouveau, il y a des remakes de certains des classiques des années 70, donc un beau coffret. Et ce qui est intéressant, c'est que la Nikatsu, c'est le plus vieux studio de cinéma japonais qui a failli mourir à cette époque-là, et c'est le roman porno, enfin justement c'est les films érotiques comme ça qui ont sauvé le studio, et donc cette démarche a été faite de faire des nouveaux films en 2016-2018 pour rendre hommage à ce genre qui a un peu périclité au Japon en disant on n'oublie pas, c'est grâce à ce genre, c'est grâce à cette période qu'on est en vie. Sachant que c'est des techniciens des grands classiques de films de samouraï et autres qui travaillent sur ces films, donc c'est des films érotiques mais avec un travail sur le cadre, sur le scope, sur beaucoup plus très très intéressant, assez fouillé. Est-ce qu'on peut avoir des titres de quelques Pinku Eiga ou autres qu'on a dans cette collection? Là, je sais plus, je vais chercher très vite. Allons-y. Non mais Karel, il va donner ses recos. Et toi Karel, quelle est ta recommandation? Merci, je suis désolé, il est moins 10 là, faut qu'on avance. Hors antenne, non? Hors antenne, je suis désolé. Surtout qu'il y a des enfants qui regardent. J'ai apporté du cidre en plus. Donc, mes 2 recommandations, oui, parce qu'on a quelque chose à fêter. Mes 2 recommandations, ça va être d'une part un manga du cœur qui est réédité chez Kana, c'est Shaman King. Shaman King. Ouvre les yeux, regarde bien, tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image, écoute plutôt tes rêves les plus sauvages. Un manga incroyable, signé Hiroyuki Takei. Mal aimé. Un second couteau du Shonen Jump qui n'a pas eu le destin qu'il méritait. Twitter qui est passé après, donc rétrospectivement c'est plus dur, quoi. Le traitement est pas le même. Je pose mes billes tout de suite, je vous parie que cette fois ça va cartonner. Je pense que la série le manga était trop en avant sur son temps par les thématiques qu'il proposait, et que maintenant, si Kana joue bien le truc, ils mettent bien en avant le titre, cette fois ça va cartonner. Un peu comme Demon Slayer. Entre temps, on a eu d'une part Jojo, avec le côté justement stand, tout ça. On a eu Hunter x Hunter avec des combats basés plus sur des concepts. Hunter x Hunter c'était avant, mais bon. Oui, non, mais je veux dire, la percée de Hunter x Hunter en France au niveau du lectorat, elle est quand même plus récente. Le lectorat, ça marchait. Et ta deuxième reco, carrément. Et ma deuxième recommandation. Ouais. Bref, voilà, donc lisez, c'est très très bien. D'autant qu'il y a le tome 33 qui a une couverture réversible si vous avez déjà les tomes de l'époque. C'est mon cas, donc voilà. Quoi qu'il arrive, rien n'est perdu. Tome 33 qui contient la vraie fin. Fin de recommandation. Ma deuxième recommandation, très rapidement, c'est Crazy Young qui a été annoncé sur Netflix pour le 1er février. Animé donc de Jérémy Perrin, Gobi et Jérémy Waro, qu'on avait reçu dans le cadre de notre émission consacrée à Bobby Pills et à l'animation pour adultes. On avait même eu la chance de pouvoir livrer une critique de la série à l'époque parce qu'elle avait été projetée au Max Linder, donc je suis vraiment heureux que cette série puisse enfin être vue par tout le monde et ne soit plus simplement une très belle attraction pour des festivaliers, que ça devienne enfin, ça rencontre enfin le public, et quelque chose me dit que les réactions du public devraient être croustillantes à pas mal de niveaux. Moi je vous cite juste les films Nuit féminine à Shinjuku, Les amants mouillés, ou encore À l'ombre des jeunes filles humides. Voilà. L'extase de la rose effectivement, noire, exactement. C'est Team Pluie là. C'est Team Pluie. Voilà, moitié soleil et moitié pluie. Arroseur automatique comme ça. Bon, du coup, on se dit la phrase. Je suis désolé, j'en peux plus. La phrase de circonstance. C'est la fin des choux. Et c'est la fin de Hyperlink numéro 113. On espère que ça vous a plu. Ah bah c'est pour ça que c'était numéro 113. Ça fout la merde. Ça fout la merde. Voilà, exactement. Merci. Donc, on espère que vous avez apprécié ce numéro. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, les amis? Alors, je vais commencer donc dans LOL Japon et partout sur Internet. Mon prochain article, ça va vous intéresser, c'est sur Slate et ça s'appelle Les Oscars se fichent ouvertement de l'animation. Ce n'est pas une hot take très difficile à défendre. Ça devrait être publié la semaine prochaine en début. Je vois pas de quoi tu parles. Et on m'a dit dans l'oreillette que c'était le 112, donc le 113 ce sera la semaine prochaine, donc ce n'était qu'un prélude. Mon Dieu, quelle horreur. Justin. Oui, donc on peut me retrouver sur Istasia, donc à travers les articles, mais aussi des vidéos. Depuis quelques temps, on s'est mis à faire des vidéos thématiques sur des réalisateurs. Donc vous savez, sur YouTube, tapez Istasia, donc il y a une chaîne, en plus du site web avec des articles, il y a une chaîne Istasia
Wikipédia avec des analyses thématiques sur différents réalisateurs asiatiques plus ou moins connus, donc on pourra aller faire un petit tour aussi. Très très bien, et toi Kevin? Alors moi on peut me trouver sur Instagram et Twitter @KevKapalski et puis je fais des petits trucs et puis pour les plus courageux j'ai un blog où je fais des critiques ciné, donc voilà, vous tapez mon pseudo Kapalski sur internet. Très bien, merci. On peut me trouver la prochaine fois sur ton siège, maintenant que j'ai pris le pouvoir. La semaine prochaine, on peut te retrouver dans ton nouvel appart bientôt, on espère. Effectivement, on va fêter ça après l'émission. Allez, donc, et je suis désolé, Karl, dans l'oreillette, mais c'est bien l'émission 113 parce que le best-of c'était la 112. Et oui, donc mon argument était totalement valide. Ne t'inquiète pas, Karl, avec moi, ça ne sera pas comme ça la prochaine fois. On vous souhaite un bon week-end. Nous, on va se reposer un petit peu. Manger du bon chocolat lauté. Et retrouvez-nous sur le Discord. Sur le Discord, bien sûr. Damien vient de poster le lien sur le chat. Rejoignez-nous. On fait des visionnages des animés en cours sur toutes les plateformes de VOD. On discute jusqu'à jusqu'à très tard. Et parfois, il paraît même que quand je fais des streams, on pourrait penser à des multiplex en vocal à terme. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao. À la prochaine. Salut. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.